Bonjour tout le monde, bienvenue à Ouvre ton jeu, le podcast. Toujours un plaisir de vous retrouver. J'ai envie de tout de suite lire des commentaires, mais juste avant, comme j'arrive sous peu de la Gaspésie, ben j'ai envie de saluer tout le monde de la Gaspésie. Quel beau coin du Québec, c'est extraordinaire. J'ai passé 2 jours, entre autres, à Percé. C'est un endroit que j'ai déjà travaillé, c'est un endroit que je connais bien, où j'ai déjà vécu dans la baie des Chaleurs et ce n'est que de plus en plus beau. Alors, si des fois vous questionnez, mais où est-ce que je pourrais aller? Le Québec est magnifique, mais là, comme j'arrive de la Gaspésie, j'ai envie de dire, allez faire un tour, allez vous détendre, allez profiter du rythme de la mer. Ça fait vraiment, mais vraiment du bien. Et évidemment, les gens, il y en a qui m'ont arrêté là-bas pour parler d'Ouvre ton jeu, c'est ça qui est le fun. On est partout avec Ouvre ton jeu, alors c'est facile de nous écouter ou encore de nous regarder parce que vous pouvez faire les deux à partir des différentes applications qui offrent Ouvre ton jeu. J'ai envie de lire des petits commentaires. Nathalie nous dit « J'écoute régulièrement tes podcasts et c'est toujours très intéressant. Tes entrevues m'accompagnent très souvent durant mes marches matinales ou lors de ma préparation de repas. » Et je sais qu'il y en a qui me disent « Ouais, cette semaine, tu nous as fait marcher pas mal. » Mais ça, c'est l'invité qui décide. On va selon les propos, évidemment, selon les questions qui choisissent de répondre. Je suis allée dans les Maritimes en juin dernier avec mon amoureux. On a fait beaucoup de routes et au lieu d'écouter de la musique lorsqu'on roulait, on a écouté des podcasts back-à-back que je laissais choisir par mon chum. Pour la plupart, je les avais déjà entendus et ça a été vraiment cool car cela suscitait ensuite des conversations sur des sujets abordés ou alors on apprenait quelque chose de surprenant sur l'invité. Hey, ça, moi, quand je lis ça, c'est une mission accomplie d'ouvrir la discussion, l'échange, de parler de choses qu'on n'aura pas parlé. Ça, c'est à cause des invités qui acceptent de se confier. Linda nous dit « Merci 1 million de fois pour ce moment extraordinaire. J'ai 71 ans et cette grande dame qui est Lise Dion m'a ramené à l'essentiel. Il y a pour moi un avant Lise et un après. C'est quand même pas rien. Hein? Pour elle, il y a eu Lise, à cause de Ouvre ton jeu sur Lise, il y a un avant elle puis un après. Alors, salutations Linda et merci aussi à Nathalie d'avoir partagé vos commentaires. Comme je le dis à chaque fois, les partenaires sont super importants ici à Ouvre ton jeu, comme dans l'ensemble des podcasts, parce que vous savez, dans l'univers du podcast, il n'y a pas de crédit d'impôt, il n'y a pas de subvention, c'est pas comme à la télé. La télé, c'est un peu de tout, mais ici, ce n'est que par les partenaires où on peut se permettre d'offrir des podcasts gratuitement sur les différentes plateformes. Alors, c'est pour ça que c'est important de les nommer à chaque fois qu'on fait un Ouvre ton jeu. C'est pour les remercier. Entre autres, Karine Jonca. Karine Jonca est là depuis maintenant presque le début. Karine Jonca, c'est une femme d'affaires incroyable. Elle est représentée dans plus de 1000 pharmacies au Québec avec l'ensemble de ses produits. Donc, c'est facile à trouver les produits Karine Jonca. Et j'ai envie de dire, si je me trompe pas, il y a 60 de ces produits qui sont certifiés faits au Québec. Donc, c'est important de le dire et d'être fier de nos produits québécois. Et en plus, elle vous offre un rabais de 15% si vous commandez des produits en ligne. Et le code promo, si vous vous rendez sur son site web, eh bien, c'est Club 15. Pardon, Club 15, c'est pas le bon. Je vais recommencer. C'est Ouvre ton jeu 15. Alors, si vous allez sur son site web, code promo Ouvre ton jeu 15, vous aurez 15% de rabais. On a aussi notre partenaire qui a un niveau ici, le niveau Eros et compagnie, et ça laisse place à des discussions super intéressantes sur sexualité, sensualité, mais toujours fait, je trouve, dans un grand respect de cette sphère de la vie qui est très importante. Et eux aussi vous offrent un rabais de 15% si vous rendez sur leur site Internet et le code promo est Rose 15. On salue aussi nos partenaires Optoréseau, 86 cliniques indépendantes à travers le Québec. Donc, ils sont faciles à trouver. Vous voyez l'enseigne Optoréseau et vraiment, ce sont des partenaires qui sont là aussi depuis longtemps et c'est une bonne période, je dirais, de l'année aussi pour aller passer un examen de la vue et peut-être se choisir des verres ou des montures. On
On a un partenaire aussi qui s'est joint à nous plus récemment, c'est Spa Eastman. Puis je trouve ça important de parler du Spa Eastman parce que premièrement, il y a beaucoup de valeurs, comme dans l'ensemble de nos partenaires, on a beaucoup de valeurs en commun. Et c'est un domaine qui est exceptionnel. C'est 7 pavillons d'hébergement. Parce que oui, c'est ce qui est particulier à ce spa-là, c'est que vous pouvez rester là quelques jours ou même plus. Puis ça peut aller jusqu'à 1 semaine, peut-être même 2, je pense, dans certains cas. Et c'est une destination bien-être en nature et vous pouvez prendre un forfait tout inclus. Donc, soyez curieux, allez voir sur leur site web qu'est-ce que le Spa Eastman, parce que je trouve que c'est un spa vraiment axé sur la santé, axé sur l'ensemble du corps, autant physique que psychologique. En tout cas, très, très intéressant. Merci à l'ensemble de ses partenaires. Évidemment, à mon équipe, sans qui je ne serais pas là, Caroline Dionne à la coordination, Jérémy Boucher, réseaux sociaux, Elisabeth Lemieux, mise en ligne, Jonathan Fréchette, création numérique, Étienne Laurando à la captation. Aujourd'hui, je reçois un homme que je connais déjà depuis longtemps. Je l'ai reçu souvent aux émissions que j'animais parce que il est très ouvert. Je trouve que c'est quelqu'un qui est capable de se montrer vulnérable et chaque fois qu'il le fait, j'ai l'impression qu'il aide des gens. Je parle de Jean-Nicolas Véraud. C'est un acteur très connu. C'est aussi quelqu'un maintenant qui fait de l'animation, qui fait des entrevues. Il est très polyvalent, mais quand on le voit jouer, on dirait qu'à chaque fois, on dit « Mais quel bon acteur qu'il est! » Alors, je suis très, très heureuse. Ça fait quand même un certain temps que je n'ai pas fait une grande entrevue avec lui. Alors, j'ai hâte d'en savoir plus sur ce qu'il vit présentement, qu'est-ce qui l'anime, comment ça se passe aussi dans sa famille, dans sa carrière. Alors, j'ai envie de laisser toute la place à mon ami Jean-Nicolas. Mon beau-frère est décédé du cancer à 32 ans. Il n'y a jamais personne qui m'a dit ton beau-frère est malade. Je l'ai vu arriver puis j'ai compris en écoutant d'autres conversations. Il n'y a personne qui s'est assis avec moi pour me dire les choses. Donc, j'étais toujours spectateur de tout puis pris avec mes émotions. J'étais un petit gars sensible, puis des choses qui me perturbaient, je pouvais être des semaines à pas dormir, je me grattais à la jambe, j'ai une plaie, là. J'ai une plaie à vie sur mon mollet parce que je me suis trop gratté d'anxiété. Les gens pensaient que je m'étais brûlé ou je m'étais fait mordre par un requin, ou que, tu comprends, je passais à travers ma peau, je saignais, j'avais un trou dans la jambe. Fait que je vivais tout ça tout seul. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être où on y retrouve plus d'une centaine de classes de maîtres dirigées par des experts, disponibles sur marieclaude.com. Les jeux de table Ouvre ton jeu original et l'édition couple sont disponibles partout au Québec et sur randolph.ca. C'est un homme qu'on aime beaucoup, qu'on voit depuis quand même plusieurs années déjà dans nos écrans. Je trouve que dans les dernières années, moi, je l'ai trouvé surprenant dans ses choix, mais toujours des choix judicieux. Je trouve ça le fun de le voir en dehors d'un personnage. Jean-Nicolas Véraud, salut. Salut. Premièrement, comment vas-tu? Je pense qu'on va commencer par ce bout-là. Très bien. Très, très bien. Période de ma vie très calme depuis à peu près 2 ans. Pas calme au niveau de la famille et tout ce qui se passe, mais moi, comme homme, mon intériorité, mettons. Là. Qu'est-ce qui a fait que t'es plus calme? La thérapie, les épreuves de la vie, mon âge peut-être. Tu sais, il n'y a pas de réponse parfaite à tout ça. Des fois, je me lève pas le matin en me disant c'est quoi exactement? Je sais que c'est un amalgame de paquets d'affaires, des changements d'habitude. Mais c'est beaucoup la vie, ce que j'ai vécu, mes thérapies qui ont servi à quelque chose les dernières où les valves se sont ouvertes. Puis là, une fois que ça part la thérapie puis que tu te caches plus trop d'affaires, on dirait que ça va à vitesse grand V. Mes thérapies, parallèlement aussi à moi qui change certaines habitudes. Puis je pense que c'est ça. Puis des fois, je me dis c'est peut-être juste mon âge, je suis peut-être juste tanné de m'en faire. C'est pas. C'est un paquet de choses qui fait que. Mais tu partais de loin parce que tu sais, on s'est parlé quand même souvent. Ouais. De tes enjeux face à l'anxiété que tu as eu longtemps dans ta vie. Oui, tout à fait. Oh oui, de l'anxiété. Écoute, je me suis même ramassé chez nous
plié en deux pendant 3 jours dans mon sol, pas capable de me lever puis de marcher. Puis ma blonde n'arrivait pas à me convaincre d'aller à l'hôpital. Puis c'est un ami qui est débarqué à la maison puis il a dit, peux-tu aller le voir en bas? Puis il est descendu, venir me voir. Il dit, écoute, Jean-Nic, on va t'amener à l'hôpital, là. On va voir ce qui se passe parce que tu n'arrives même plus à bouger. Puis, fait que c'était vraiment des symptômes physiques, alors qu'après être plein de tests, ils m'ont rien trouvé. Puis ils m'ont dit, retourne à la maison. Puis c'est lié au stress. Fait que c'était clairement de l'anxiété qui s'est manifestée physiquement. Comme chez beaucoup d'hommes, ceci dit, là, avec le docu que j'ai fait, c'est un peu ça. On se rend compte que les hommes se rendent loin. Ça se manifeste par des symptômes physiques. Mais quand je dis dans des choses surprenantes, je parle de ça aussi. T'as porté ce documentaire-là sur les hommes. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Est-ce que c'était ton choix, ça, de faire ça? Est-ce que c'est toi qui l'as proposé? Écoute, c'est une espèce de rencontre. C'est-à-dire que ça faisait 2 ans que j'ai même eu des rencontres, je nommerai pas les personnes, mais j'ai eu des rencontres avec d'autres gens connus. Je voulais faire un show sur les hommes à cause que on était... Ça a parti beaucoup je dirais, d'une préoccupation par rapport à, oui, les statistiques, oui, les hommes qui m'entourent, et mes 3 filles. Peu importe si un jour dans leur vie, elles sont avec des gars ou des filles, peu importe, je voulais savoir quel genre d'homme allait graviter dans leur vie, dans le futur. Je trouvais ça très inquiétant, ce qui se passait. Puis par rapport à moi aussi, par rapport à ce que je vivais. Fait que j'ai eu des rencontres en ayant comme envie de faire un show, un documentaire qui a rapport aux hommes. Puis évidemment, ça a avorté. Des horaires, on était 3 là-dedans, 3 personnes connues. Ça a avorté, ça n'a pas fonctionné. Bon, un est parti, il a fait non, je ne fais plus. L'autre, c'est bien fait d'autres choses. Fait que c'est arrivé, c'est tombé sur la glace. Et puis là, il y a Marie-Claude Beaulieu qui est venue Marie-Claude Beaulieu, je dis Marie-Claude Beaulieu, en tout cas. Voyons, Trinon, mes filles. Virginie, voyons. Fais pas croire. Pourquoi je dis Marie-Claude Beaulieu, c'est parce que c'est je connais moi, tu vois les noms, là. Non, mais c'est parce que j'y ai écrit hier. Oui, bon, c'est Trinôme qui m'a approché. Oui, c'est Valérie Beaulieu. Bon, Valérie. Oui, pourquoi je dis Marie-Claude? Parce que j'étais avec Marie-Claude. C'est ça, t'étais avec moi, c'est pour ça. Valérie Beaulieu est débarquée chez nous à un moment donné, puis elle a dit, écoute, j'ai une idée de faire un show sur les gars, je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais elle dit, c'est toi que je vois là-dedans. J'ai dit, c'est drôle que tu me parles de ça, parce que il y a 2 ans, j'avais des meetings aux semaines avec 2 autres gars pour faire un show là-dessus. J'ai dit, c'est quelque chose que j'ai en tête. Puis à un moment donné, quand on travaille, on a ça en tête, on y met de l'énergie, d'un coup, ça marche moyen. Pouf, on continue à travailler, on est sur d'autres choses, fait que ça disparaît un peu. Fait que j'avais pas remis plus de travail là-dessus. Puis là, elle est débarquée avec ça. Fait que quand je dis que c'est une rencontre qui tombait à point, ça a fait, je pense que ça me tente, Valérie, parce que c'est ça. Ça fait quand même 2 ans que ça me trotte dans la tête, puis que j'ai commencé vraiment à écrire des pages là-dessus, puis quel genre de show que je voudrais que ce soit, puis la forme que ça prendrait, puis tout ça. Fait que voilà. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais, puis ça fait œuvre utile. Oui, puis puis ça sera toujours important, mais on dirait que des fois, le timing a été très bon parce que, tu sais, il venait d'avoir une émission sur les masculinistes, un documentaire. Après ça, il y a un masculiniste qui est passé, tout le monde en parle. Puis les gens étaient un petit peu révoltés par rapport à tout ça. Puis on dirait que le timing a été parfait, ce qui n'était pas voulu du tout. Mais quand ça est arrivé, ça a comme été une bouffée d'oxygène. Puis ça a été, je pense, ça a très, très bien fonctionné. J'ai eu des commentaires. Il y a des gens que j'ai répondu, d'autres pas. Puis d'autres à qui j'ai répondu, puis je leur ai dit, écoutez, je ne suis pas un spécialiste. T'sais. Peux-tu venir donner une conférence? Peux-tu venir rencontrer des hommes? Là, je dis, je ne suis pas un psychologue. Parce que ça résonnait beaucoup. Oui, beaucoup. Oui, parce que des fois, on a besoin des spécialistes, mais des fois, on a besoin des témoignages aussi. Oui, quand c'est la forme de témoignage, ça va. Mais quand on me dit, écoute, on veut que tu nous fasses une conférence sur la psychologie de l'homme, et là, tu fais, attends un petit peu, là, je me sens pas fait. Tu as fait beaucoup d'entrevues. Oui. Ça t'a amené à en parler. Moi, je me sais, je t'ai entendu souvent en entrevue, puis à chaque fois, ça amorçait des réflexions, ce que tu disais. Et j'aimais te voir comme ça, c'est pas porter un rôle. Oui. C'est toi face aux hommes, c'est toi en tant qu'homme. Ouais. Et ça, moi, ça m'a surpris et vraiment surpris agréablement que tu ailles vers ça. Oui. Tu sais, j'ai toujours eu quand même une capacité à pas faire de cachette, puis à m'ouvrir dans la vérité dans les entrevues. Oui. Ça va. Tu as toujours fait ça, mais toi. Évidemment, cette trail-là, cette route-là précise là, par rapport à ce qui se passe au niveau des hommes qui nous entourent. Réunir d'autres hommes. Ouais. Et c'est toi qui prends le lead de ça. Ouais. J'espère que tu en feras d'autres parce que comme tu as cette capacité-là à te montrer vulnérable, facilement, authentique, ça apporte quelque chose quand toi aussi. Je pense que oui. Tu vois, quand j'ai commencé le show, j'avais comme un souci. Je leur ai dit, écoutez,
J'ai dit, je sais qu'on va faire un show, tu sais, qui va aller loin. Il y a des gens qui vont se confier, qui vont témoigner humainement. Ça va être touchant. Mais j'ai dit, dans ma vie, je suis dans une grande période de moment présent, mais je suis pas dans la tristesse. Fait que j'ai dit, si vous voulez me voir, j'ai dit, vous me verrez pas probablement très ému, mais vous me verrez pas pleurer ou, tu sais, des fois, puis tant mieux, avec la gang, on s'est entendu, puis c'était pas un show à colère qu'ils voulaient faire, puis c'était pas ça. Fait que, mais je pense que la force de ça, c'est que ça a donné que quand j'étais avec du monde, j'étais pas ailleurs. Je fais plus d'anxiété ou presque dans ma vie. J'étais pas dans il faut que, comment ça va se passer. J'étais tout là avec eux pour leur faire la place. Mais... Si c'est intéressant, je rappelle-moi le nom de ça. Oui, c'est les gars, faut qu'on se parle. C'est juste ça, hein? C'est les gars, faut qu'on se parle. Ouais. Entre autres avec Patrick Huard. Oui, je voulais me garder rapprocher à un moment donné. Je voulais qu'on nous revoie chez nous avec mes chums, puis qu'on retourne voir du monde, tu sais. Fait que c'était Patrick Sénécal, Patrick Huard qui était ma garde rapprochée. Mais tu sais, il y a Hugo Giroux qui nous fait un témoignage complètement bouleversant. Mais c'est à voir, hein, parce que c'est sûr, en parlant, il y en a qui vont dire j'ai envie de regarder ça. Ça parle, puis ça parle autant. Ça parle à tout le monde. Ça parle pas juste aux hommes. Là, c'est important de. Non, puis le titre dit tout. Hein. Ça répète les gars, faut parler aussi. Ouais. C'est surtout ça. Hein. Moi, j'en ai un chum, à un moment donné, il parle au téléphone, tu fais, t'es où? Je suis dans le cabanon. T'es dans le cabanon, je vais pas bien. OK, tu parles à ta blonde? Non. T'sais, déjà, tu me parles, ça va, c'est merveilleux. Mais il y a des gars qui se rendent loin et qui disent rien. Ils savent pas comment le dire. Ils ont peur aussi. Ils ont peur de la thérapie. Est-ce que tu penses qu'ils ont moins peur maintenant avec... J'espère. J'ai quand même rencontré des jeunes qui n'avaient pas l'air du tout effrayés par le fait d'aller en thérapie, d'être capable de mettre le doigt sur des choses, de discuter, de s'ouvrir. Moi, les hommes de ma génération, un peu plus jeunes puis plus vieux, on dirait que j'ai vu beaucoup de gars qui avaient peur. Moi, j'ai eu ça. Peur de ne pas posséder le langage de thérapie, comme s'il y avait un langage. Tu sais, des fois, on a l'impression que les femmes sont plus habiles. Puis nous, on ne l'est pas. Puis on a l'impression que quand on va se ramasser en thérapie, moi, j'avais souvent cette peur-là de ne pas savoir comment dire, quoi dire, comment m'exprimer, comme s'il y avait un langage précis, alors que c'est pas ça du tout. Tu fais juste laisser aller. Ben oui, il y a des journées, tu dis rien, puis tu te poses des questions. Tu peux aller en thérapie, puis tu peux aller en groupe aussi, les groupes d'hommes aussi, entre autres. Il y en a quand même beaucoup au Québec, des groupes d'hommes. Oui, ce qui aide beaucoup, ça, parce que quand tu vois d'autres être capables de s'ouvrir, des fois, ça te porte à être capable de le faire. Ouais. Est-ce que là, tu as envie d'ouvrir ton jeu? Oui, complètement. Alors, il y a le niveau vert. Jean-Nicolas, le niveau vert, ce sont des questions d'ordre général. Le niveau jaune, c'est des questions... Tu ne répondras pas à toutes ces questions-là, je vais juste te rassurer. Là. Le niveau jaune, ce sont des questions d'ordre plus spécifique. Rouge, on est dans l'intime et personnel, en tout cas. Super. La question Spaceman, c'est pour le Patreon et c'est une question axée beaucoup sur le bien-être. OK. Eros et compagnie, tu comprendras que c'est sexualité, intimité. On termine toujours avec... On termine toujours avec cette question-là, Optorizo, qui est une question douce et qui nous permet de se quitter, peu importe si on a pleuré ou peu importe. Ça finit en douceur. Moi, j'allais dire, y a-tu un rapport à voir clair dans la vie? Mais ça peut être ça aussi, où est-ce que tu te vois, tu sais, c'est sûr que c'est un rapport avec une espèce de vision de toi-même. Parfait. Et le Joker, si tu trouves que ça va trop loin, que tu n'as plus envie de répondre, Joker, et on passe à l'autre question. Okay, tu comprends? Sous forme de jeu, ça me parle. Hein, ça te parle? Ben oui. Alors, tu peux les brasser sur la table, ils sont quand même assez grands. J'adore les jeux. C'est comme si tu me tirais un peu aux cartes. Un peu, mais c'est toi qui réponds. Un genre de tarot, mais... Tu m'en donnes 5, s'il te plaît. Ben oui. C'est vraiment... 5 cartes. 3, mais c'est tes choix. En fait, c'est le hasard des questions que tu me donnes. Après ça, le choix. Comme dans le niveau vert, je vais te les lire. Parfait. Tu vas choisir une question à laquelle tu devras répondre et moi, je vais choisir une question à laquelle tu devras répondre. OK, super. Donc, qu'est-ce qui te rend vulnérable? Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Sur quel trait de caractère as-tu à travailler? Quelle personne a fait une différence dans ta vie? Pour être bien avec moi, je dois. OK. T'en choisis une. Moi, c'est drôle, j'ai comme le goût rapidement, là, ça me parle tout. Mais on dirait que j'ai accroché sur quelle importance accordes-tu au regard des autres. Vas-y. Maintenant, c'est le fun parce que c'est une question de développement. Maintenant, pratiquement plus d'importance par rapport au regard des autres. Je vais utiliser un gros mot, je m'en calisse. Ce qui n'était pas le cas avant. C'est pour ça que je te disais développement, parce que maintenant, je suis rendu là. Puis je regarde mes enfants, je regarde ma fille qui a 13 ans, qui est très ado, on dirait qu'elle en a 16, puis elle est complètement là-dedans, sont là-dedans. Puis on vit dans un monde où le regard des autres est
tellement important pour eux avec les réseaux sociaux, avec Snapchat, avec les photos, avec ça, les pseudo-vies, le pseudo-bonheur. Puis je vois que ça prend des proportions encore plus, me semble plus grandes que quand moi j'étais jeune. Puis déjà, moi, ça m'affectait énormément. Puis je regarde mes enfants aujourd'hui, puis je trouve ça difficile, puis je trouve ça d'une grande tristesse qu'on en soit là. Puis j'essaie d'accompagner mes filles là-dedans le plus possible. Puis moi, à une certaine époque, c'était épouvantable. Là. J'étais complexé, le primaire, le début de secondaire. Ce qui m'a sauvé, c'est le sport. Ce qui fait que j'ai pas été rejet, c'est le sport. Parce que sinon, j'avais une partie de moi qui était un peu semi-autiste. Je sais pas pour rien que j'ai une grande qui est autiste de haut fonctionnement. Là. J'ai un petit côté... je l'ai fait des tests pour le fun, puis comme dirait ma blonde, il te donnerait ton macaron, je pense, là, si tu y allais. fait que j'avais un côté particulier dans un monde plus neurotypique des années 70. Ce côté-là particulier? Ah, ma façon de jouer avec mon ami quand j'étais jeune. Je vais commencer par ça. Ça, c'est drôle. Ma façon de jouer avec mon ami quand j'étais jeune... Mon ami Rémi, avec qui on était... j'avais pas plein d'amis, j'en avais un. Puis quand on s'appelait jeune, puis qu'on disait, mettons, demain, exemple, on va jouer avec nos petits bonhommes de guerre, on va jouer avec nos autos, je dis, bon, c'est chez vous, chez nous. Ah, OK, chez vous, parfait. On s'emmenait chez nous, puis il amenait toutes ses affaires, puis on jouait ensemble parallèlement. On était proches, on installait nos affaires, puis on prenait des pauses, puis on allait voir, toi, t'es rendu où dans ton histoire? OK, c'est passé ça. Ça fait qu'il n'y a jamais eu de chicane, il n'y a jamais eu d'altercation. Fait que moi, dans le monde neurotypique des gars qui voulaient se battre, puis que quand tu jouais à quelque chose, ils étaient en contact, puis ça, je l'avais dans le sport, ça allait. Mais j'étais incapable de vivre ça. Tu sais, mon petit côté un peu, mes sœurs m'appelaient extraterrestre, tu sais, et mon monde tout seul aussi. Fait qu'ils nous regardaient jouer, ils trouvaient ça drôle, puis quand ils me regardaient jouer, ils trouvaient ça drôle. J'écoutais des films, puis je reproduisais à peu près la moitié ou le 3/4 des personnages que j'avais vus, je me donnais les répliques. Et quand je voyais un film, j'allais souvent, après ça, passer des heures à essayer de reproduire le film que j'avais vu. Fait que j'avais comme un monde à moi tout seul. Très créatif. Très créatif, mais très renfermé aussi, dans la mesure où j'étais un petit garçon renfermé, tout ça. Qui n'exprimait pas ses émotions, ça prenait du temps, qui était témoin d'un paquet de choses en famille, mais j'arrivais pas ou je voulais pas donner mon avis là-dessus. Fait que ça faisait de moi quelqu'un de particulier, puis ça faisait de moi de quelqu'un qui était vulnérable à l'école. Tu sais, ça m'est arrivé de me faire écœurer un peu, de me faire dire des affaires. J'étais très sensible, très timide. Fait que quand je dis que le sport m'a sauvé, ce qui faisait qu'à un moment donné, je me suis pas fait trop écœurer, puis que j'ai fait quand même partie de la gang, c'est que j'étais un sportif. Ça m'a vraiment sauvé. Parce que tu étais aussi dans une équipe. C'était pas un sport... Oui. C'est un sport... c'est des sports d'équipe que tu as fait? Je suis venu au monde dans le monde du baseball. Mon père coachait le midget. Fait qu'à 4 ans, je me lançais une balle comme un adulte. Fait que j'ai joué au baseball beaucoup. Après ça, j'ai bifurqué vers le tennis. Qui était... Oui, on était un club où on s'entraînait, on était plusieurs, mais c'était un sport de tout seul. Face à l'adversaire. Ouais, exactement. Fait que tout ça, jusqu'en secondaire 3, j'ai commencé à comprendre que je pouvais faire de l'impro, faire rire le monde, puis commencer à aimer un peu plus l'école, puis les activités parascolaires, puis tout ça, je détestais l'école. Fait que tout ça me conservait et me sauvait de me faire ramasser par les jeunes. Est-ce que l'impro, c'était un lien avec quand tu recréais des films? Est-ce que tu avais cette impression-là? Oui, j'avais l'impression de créer des mondes, de créer des personnages, mais il y avait une grande envie de faire rire. Quand j'ai compris que je pouvais faire rire, quand j'ai vu au secondaire qu'après les impros, à l'heure du dîner, des fois, je marchais dans les corridors, puis le monde parlait, puis disait « Hey, c'est lui », puis le monde riait, puis j'ai fait... il y avait surtout un sentiment d'acceptation. Tu sais, quand tu le sais pas, quand tu doutes tout ton primaire, puis le début de ton secondaire, où moi, j'ai un ami, c'est correct, ça va, mais je suis pas sûr que je suis accepté par la majorité de la gang, on se ressemble moyen, puis Fait que là, de me sentir aimé et accepté, ça a été une grosse délivrance là, à partir du secondaire 3, 4, 5. Là, après ça s'est mieux passé. T'sais. Mais ça a quand même pris du temps. Là, avant que, voilà. Fait que quand je vois aujourd'hui mes enfants qui sont ma fille, le monde n'a pas de sens. Comment tu aurais vécu, toi, avec les réseaux sociaux? Ça aurait été épouvantable. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Est-ce que j'aurais aimé être toujours sur mon téléphone? Est-ce que... tu sais, j'ai vécu dans un monde où ça n'existait pas, fait que je le sais pas, mais si j'avais eu à me faire intimider et à vivre avec l'opinion des autres, c'est clair, me connaissant tout petit, que je serais allé voir qu'est-ce qu'un tel dit de moi. Parce que ça s'arrête jamais, c'est ça l'affaire. Ça s'arrête pas. Tu sais qu'avant, quand on arrivait dans notre maison, ben même si on se faisait intimider à l'école, ce qui est déjà extrêmement grave, mais il y avait une zone de sécurité. Oui, complètement. Maintenant, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Partout où tu vas être, si tu as accès à ton téléphone, à ta tablette, peu importe, et que tu peux aller lire, partout, ça va venir t'envahir. Partout, ça t'envahit.
Puis c'est un monde d'images aussi, de fausses images, là, d'avoir l'impression d'être aimé. Il y a vraiment un livre intéressant qui s'appelle le bug humain. Je me souviens plus, c'est un français. Je me souviens pas de son titre exactement au français, pas un psychologue, mais ça parle de ce qui est important pour un humain pour sécréter de la sérotonine puis de l'endorphine. Tu sais, bon, la sexualité, un paquet d'affaires, bon, qui sont très physiologiques, mais il y a quelque chose de très important puis qui est plus ou moins assouvi de nos jours, qui s'appelle qui est le statut social. Puis ça, moi, c'est un livre qui n'a pas été écrit les dernières années. Là. Ça remonte un petit peu plus. Puis je trouve que c'est pertinent. Là. Je trouve qu'on vit dans un monde de faux statut social. Fait que ça fait un temps. C'est le même principe que quand tu es un peu vide, puis tu ne nourris pas de la vraie nourriture intérieure. À un moment donné, ça fait un temps, tu frappes un mur, puis là, tu te rends compte que tu es vide intérieurement. Je trouve qu'on vit dans un monde de faux statut social. On a l'impression que parce que pendant 2-3 ans, on a eu des pouces, des likes, Oui. Puis qu'on a l'impression qu'on a accompli quelque chose, mais que tu te rends compte au bout du compte que peut-être que tu n'as pas tant que ça participé à la collectivité. Parce que le statut social, c'est participer à la collectivité. C'est se sentir important dans son milieu. C'est comment tu fais la différence, comment tu t'impliques. Oui. C'est important, une communauté, puis d'en faire tout à partie. Fait. Je trouve qu'on est un peu dans un monde de tout seul. Fait que ça aussi, je regarde ça aller, puis je suis comme, faut recréer des contacts, faut que, je parle à mes filles, puis je suis comme, non, invite le monde à la maison. Là. C'est bien beau se parler, mais... Tu disais que toi, tu avais juste un ami, il y a vraiment des études qui commencent à sortir par rapport à l'intelligence artificielle, que les gens, justement, qui sont pas hyper sociales, qui n'ont pas besoin de socialiser à outrance, deviennent amis avec leur intelligence artificielle, vont donner un nom, et ça répond. Tu comprends? Tu poses une question, tu as une réponse, tu as un problème, il te trouve une solution, tu vas aller à quelque part, il te fait un trajet, et ça répond à un besoin qu'ils ont, mais en fait, un besoin, ça comble quelque chose, mais ça crée autre chose. Ça crée de l'isolement, ça crée de la solitude, ça crée que c'est quand même pas un humain qui est en train, avec qui tu es en train d'échanger. Tu n'es jamais confronté à l'imperfection non plus. Absolument. À la beauté de l'imperfection humaine qui te permet d'avancer, qui te permet de cheminer, puis de réfléchir. Puis C'est délicat présentement. Très. Ce qui est en train de se passer. La sexualité aussi. Oui. Tu sais, je veux dire, à notre époque, si tu voulais aller frencher, tu t'en allais dans le parc, tu t'en allais, tu comprends, tu voulais être taponné, et tu rencontrais du monde. Là, maintenant, ils perdent le contrôle. Ils ont accès à ça n'importe quelle heure. Si le moindrement, les enfants ont des parents qui sont pas capables de dire à telle heure ton téléphone, tu me le donnes, c'est fini, mais à pleine nuit, ils peuvent se lever et s'envoyer des vidéos, des films. Puis il faut pas les blâmer. Ils assouvissent quand même un besoin existant de jeunes qui sont en train de se former, mais je veux dire, c'est épouvantable, la perte de contrôle par rapport à ça. Le manque aussi de la banalité aussi, cette espèce de distance-là qui fait que tu n'es pas qu'un humain vraiment en train de... Fait que ça aussi, je trouve qu'ils ont un monde difficile. Fait que c'est pour ça que quand j'ai vu cette question-là, ça m'a... Mais à quel moment, parce que tu es devenu acteur, c'est quand même beaucoup dans le regard des autres aussi comme métier. Quel moment tu as décidé ça dans ta vie? Décidé, j'étais en 3e année à l'École nationale de théâtre. Pour vrai, décidé. Ah oui, hein? Tu étais déjà là. Ouais. Donc, pourquoi tu t'es retrouvé là? Je pense que je suis acteur depuis que je suis tout petit, parce que c'est ça que je fais. Oui. Oui, mais puis c'est ça que tu faisais aussi. Puis j'ai fait des cours à l'Université Laval, dont quelques cours de cinéma puis de théâtre, mais c'est pas un gros programme. Puis j'ai fait partie de l'improvisation, la LUI, puis la troupe de théâtre Les 13. Puis il y a un metteur en scène argentin qui travaillait à l'Université Laval, qui m'a engagé pour une couple de rôles avec Les 13, dont un important. Et puis, à un moment donné, il m'a dit, moi, j'aimerais ça te coacher pour les écoles. J'ai fait, OK, ouais. Je savais même pas que je devais faire ça dans la vie, vraiment. Puis là, j'ai reçu une espèce de prospectus à la maison de l'École nationale. Je voyais du monde connu. Je fais, mais non, je ne vais jamais rentrer là. Pour moi, ça se pouvait pas. Non, je vais te coacher. Fait qu'il m'a coaché, puis j'ai fait mes auditions. Je venais de Québec, j'ai fait mes auditions. J'ai été accepté au conservatoire par l'École nationale. Puis j'ai choisi l'École nationale. Fait que ça m'a grande surprise. J'ai fait OK. On était 500 auditionnés, puis j'ai fait partie des 12. Mais il a vu quelque chose en toi. Il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose, puis c'est vraiment grâce à lui qu'il m'a donné une petite poussée. Puis c'était en 3e année, avec un exercice difficile où ils m'ont donné une pause. Puis là, quand je suis allé réfléchir, j'ai fait, c'est-tu vraiment ça que je veux faire dans la vie? Il y a une metteur en scène qui m'a confronté, ça m'était jamais arrivé. Peut-être parce que j'avais un certain talent, puis on dirait que c'était facile. Oui, il y avait beaucoup de travail à l'École nationale, mais là, m'a vraiment ramassé, confronté, puis ça. Puis j'ai fait, OK, c'est ça dans la vie, je suis pas sûr que je veux faire le métier. Mais en réfléchissant, j'ai fait, non, c'est ça que je veux faire dans la vie.
suis pas obligé de voir le métier de cette façon-là. Ça peut se faire autrement. Mais c'est quand même important ce qui vient de m'arriver. Puis on dirait que c'est là que j'ai pris la décision. Fait qu'il me restait 1 an et demi d'école, puis après ça, c'est parti. Est-ce que le regard des autres a été un poids dans le fait d'être acteur? Ben, c'est drôle, hein? Juste avant de rentrer, de voir, j'étais en train de lire un gros article sur les derniers jours de Marlon Brando. Puis il a dit pas une dernière phrase, mais dans ses derniers jours, il s'est fait demander, sa dernière entrevue, il s'est fait parler justement de lui en tant qu'homme, de la vérité, de l'acting, puis tout ça. Puis il a dit, jouer, c'est dire la vérité en même temps que tu es caché. C'est être caché en même temps que tu dis la vérité. Fait que je pense que se cacher derrière un personnage, c'est le fun, mais ça te permet d'être capable de dire la vérité. Donc, c'est pas vraiment se cacher. C'est pas construire quelque chose qui n'existe pas. On part toujours de la vérité. Puis ça a toujours été important. Puis il y a peut-être quelque chose de thérapeutique là-dedans. Mais donc, le regard des autres, ça m'a jamais trop stressé quand je jouais. Parce que c'est quelque chose qui me ramène énormément dans le moment présent. C'est tout ce qu'il y a autour après. C'est une pause pour toi. Oui, ben c'est vraiment pour moi, là, c'est un métier, c'est comme un artisan. Par rapport au regard des autres, c'est comme si il y avait une pause par rapport à ce que tu aurais pu ressentir. Ça a été le même phénomène que quand on a ri à l'impro. Ça a fait, OK, moi, quand j'ai fait ma joke, c'était pas pour essayer de faire rire le monde, c'était une espèce de personnage de vérité, puis ça a fait rire tout le monde. Fait que ça a créé un sentiment d'acceptation parce que rapidement, je me suis fait dire, OK, super, ça marche, audition, personnage, rôle, film, bonne critique, entrevue. Puis là, tu fais, OK, finalement, quand je travaille, je vois une appréciation. Fait que ça a comme calmé ça sans non plus nourrir une espèce de bête d'ego à côté de ça qui aurait fait que je me pense extraordinaire. Puis que ça n'a pas créé ça. Il y a eu un buzz, là. Il y a eu un buzz de front de revue, de sex symbole. Oui, j'ai eu une période folle. Mais en même temps, je me suis jamais pensé. Rapidement, j'ai eu confiance en mes moyens. Fait que ça, comme quand je faisais du sport. Ça, il n'y avait pas de doute. Tu sais, quand je jouais à l'Erico au baseball, il n'y avait pas de doute. Je savais que je pouvais faire des catchs hallucinants. J'avais un bon bras. Je savais que j'étais un bon frappeur. Fait que j'avais pas de doute par rapport à mes capacités. Fait que rapidement, ça s'est mis en place. Puis j'ai pas eu de doute, tu sais. Sans m'empêcher de continuer à chercher, puis c'est quoi jouer, puis triper là-dessus. Mais comme j'allais dire, moi, je vois ça comme un artisan. Fait que si je m'en allais tout seul dans mon atelier, puis j'allais faire une sculpture, c'est la même chose quand je suis sur un plateau. Oui, il y a beaucoup de monde, mais à un moment donné, je l'oublie. C'est-à-dire que je suis capable de jouer avec la technique, mais je suis là pour travailler un personnage, puis gosser un personnage, puis trouver c'est quoi le vrai chemin. Puis, fait que mon travail est beaucoup dans le moment présent. Ça aussi, ça fait du bien. C'est tout ce qu'il y avait autour. C'est tout quand je revenais à la maison, mon anxiété. Ça n'a jamais été par rapport au travail. Mais pour en revenir à la question, effectivement, le regard des autres, c'était avec mon travail, ça allait. Je me suis pas dit, mon Dieu, les gens vont-tu m'aimer? Vont-tu me trouver bon? Oui, on veut travailler. Peut-être parce que c'est arrivé rapidement où j'ai eu une pas pire reconnaissance, puis ça a fait OK. Puis à la maison, est-ce que c'était difficile à ce moment-là? À la maison, ma maturité a pris du temps. Je trouvais que j'avais une maturité qui s'installait au niveau du travail. Mais au niveau d'homme à la maison et de père de famille, ça a pris du temps. J'ai longtemps été un enfant, je trouve, par rapport à tout ça. Ce qui est correct, c'est mon chemin de vie, puis c'est à travers ça que j'ai appris. Très aimant avec ses filles, mais gauche, impatient, confronté à ce que j'étais moi-même, irrité souvent par des situations parce que j'avais pas de réponse, comme plein de monde qui ont envie d'avoir la solution tout de suite à quelque chose, alors que... Fait que la paix a pris du temps à venir par rapport à la famille puis par rapport à tout ça. Ça a été difficile, plus difficile. Ça n'a pas été difficile d'avoir mes filles, je veux dire, on a des moments extraordinaires, mais en rétrospective, là, tout ça, là, ça a été une période où... Mais tu sais, quand vous avez fait la série, là, à toute ta famille, vous faisiez construire comme un genre de cabanon maison. Pour aller se reposer. Est-ce qu'à ce moment-là... Oh, c'était difficile encore. C'était encore difficile. Là. Difficile on sentait aussi que tu avais besoin d'un recul face à tout ce qui se passait dans ta maison. Complètement envahi par tout ça. Fatigué, confronté, avoir l'impression d'être pas efficace. Tu sais, j'étais comme dans un monde où j'aurais aimé ça des fois, avoir les maudites bonnes réponses puis la patience.
Mais c'est un processus. C'est pas parce que pendant 2 jours, ça va bien, que la 3e journée, puis que toute l'année suivante, tout va bien se passer. Des enfants, c'est de l'imprévisibilité. On ne contrôle pas grand-chose. Ben non, on contrôle rien. On voudrait donc pour eux autres, mais en même temps, tu te rends compte que tout petit, déjà, les 3 sont différentes, puis les 3 ont leur chemin à elles, puis j'y peux pas grand-chose, à part être là, pour vrai, puis être capable de jaser avec eux autres, puis de leur rappeler, puis de leur dire, mais tu peux pas contrôler. Fait que je pense que oui, ça a beaucoup rapport à ça, à avoir eu envie donc d'avoir les bonnes réponses tout de suite, puis que tout se passe bien. Mais tu sais, j'étais comme ça dans ma vie, une espèce de vierge en moi qui est comme ça, c'est parfait, ça, ok. Tu sais, un peu geek, je suis un peu geek dans la vie, là. Fait que si j'apprends quelque chose, je vais aller lire, puis tout d'un coup, en l'espace de 2 semaines, je vais devenir ébéniste, là, tu comprends? Je suis comme fait que de me sentir loin d'être capable de posséder, d'être capable d'être un père. Tu sais, je me sentais pas un père. Je suis comme, voyons, pourquoi je suis pas capable? Pourquoi c'est difficile tout le temps? Pourquoi c'est. Fait que ça a pris du temps quand même. Là, tu te sens un père. Oui, j'ai pas de doute. Là, puis tes filles n'ont pas changé. Non, c'est encore difficile. C'est encore top. Mais tu sais, dans le sens que c'est toi qui as changé ton regard. Ouais. C'est toi par rapport à toi qui a changé. Ton milieu est resté, à certains moments peut-être encore difficile, mais tu le prends différemment. Je le prends différemment, puis j'ai une beaucoup plus grande présence. Fait que ça change la dynamique aussi. Je veux dire, depuis 3 ans, 4 ans, mes filles, tu sais, la relation avec mes filles a beaucoup changé. Elles-mêmes me le disent, même si j'en ai encore 2 jeunes, que mon Dieu, ça a changé, papa. Fait que quand ils ont besoin de parler, je suis vraiment là. Ça peut durer 2 heures. Ma deuxième, elle parle tout le temps. Simone a besoin toujours d'exprimer ses affaires. Puis des fois, c'est compliqué. Puis des fois, j'ai aucune réponse. Mais je sais que si je suis juste là avec elle, mais je suis là, je suis pas ailleurs dans ma tête, dans une anxiété quelconque, à penser que. Puis, à te faire des scénarios. À me faire des scénarios. Ça change tout. Fait que la vraie présence, l'amour, la communication, puis après ça, ben c'est leur chemin. Je veux dire, ils vont en faire des gaffes, ils en font des gaffes, puis ils subiront les propres conséquences de ce lâcher prise-là est quand même dur. Il est tough. Il est tough parce qu'on veut le meilleur pour eux autres. Ouais. Puis des fois, on comprend pas. Des fois, moi, je comprends pas. Ils prennent des décisions. Je suis comme, mais pourquoi? Tu sais, un matin, Marie-Simone est partie à l'école, secondaire 2, puis c'est son premier cours d'éducation physique aujourd'hui. Je disais, hey, t'as-tu regardé si t'avais des running shoes ou quelque chose? Non, je n'ai pas regardé. OK, mais Simone, regarde, j'en ai. Puis évidemment, là, j'en fais trop. Je suis allé monter 3 paires du sol, j'essaye les dons. Non. Ouais, là, Gougoune. Ben ouais, mais là, tu ne pourras pas faire ton cours. Puis là, je voulais y empêcher ça. Là, ce soir, je vais t'inscrire au volleyball pour dans 1 mois quand ça va commencer parce qu'elle me parlait de volleyball. Non, là, ça, il tentait pas un matin, alors qu'elle me parlait de faire du sport. Là, un matin, là, j'étais là. Fait que là, j'ai réussi à aller me calmer. J'ai fait OK. Là, j'ai écrit à ma blonde. Elle a dit, ben, écoute, subirai les conséquences. J'ai fait parfait, j'avais besoin de me faire dire ça. J'ai dit, je pense à la même affaire que toi, mais on dirait qu'un matin, j'ai de la misère. J'ai fait, hey, subis les conséquences. Je n'ai pas à me battre pour aller y mettre des souliers dans les pieds, puis elle est rendue en secondaire 2. Je dis, tu sais, mais on veut. Et que c'est dur. Ce que tu viens de dire, je suis pas bien. Ah non, je sais. Je reconnais des situations, moi aussi, puis tu dis, mais voyons, le gros bon sens, ce serait que tu amènes tes chaussures. Puis le regard des autres. À une certaine époque, quand mes enfants faisaient des affaires tout croche, je me disais, qu'est-ce que les autres parents vont penser? C'est que ça, au moins, ça va. Mais on est beaucoup là-dedans, tu sais. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ma fille, c'est une slopée, elle s'en sac, elle arrive pas de running. On le contrôle pas, ça. Non. Regarde, moi, un jour, peut-être qu'il y en a qui vont être tannés de m'entendre dire cet exemple-là, mais pour moi, ça a tout changé. Ma plus jeune, elle suivait des cours de piano, elle faisait des concours de piano, puis là, elle était à son piano, puis elle pratiquait. Mais elle n'avait aucun stress face au concours de piano. Mais qu'est-ce qu'elle allait porter pour son concours de piano? Ça, c'était on magasine, on remagasine, on va porter, on va remagasiner. Tu sais, c'était sans fin, tu comprends? Et là, moi, j'étais plus capable, là, tu sais. Et à un moment donné, j'ai un de mes amis qui est décédé, maintenant Léon Courville, qui est un vigneron au Québec. Léon, à l'époque, il était vivant, évidemment, il était chez nous. Je ne sais pas comment gérer ça. Elle n'est même pas stressée par le piano, puis elle est stressée parce qu'elle va porter. Il me semble que moi, je suis très stressée. Ben, dis, garde, moi, je suis un anxieux, moi, te le dis ce qui se passe. Ta fille, elle contrôle son piano. Elle sait qu'est-ce qu'elle fait. Elle sait combien de temps elle doit se pratiquer. Mais qu'est-ce que les autres pensent de ce qu'elle va porter? Elle ne le contrôle pas. Et je sais, je suis exactement comme elle. Ça fait que ça, c'est ça son angoisse. Son anxiété vient de là. J'étais, hey, merci, je n'avais jamais pensé
à ça. C'est une image forte. Parce que c'est tough, jouer du piano. Elle pourrait être stressée par rapport à son piano. C'est capoté, là. Oui. L'image, elle parle vraiment. Là. Cet exemple-là est incroyable. Mais parce qu'elle compte. Mais c'est ça. Moi, je me souviens, j'étais dans ma cuisine là, avec lui, puis j'étais. Là, t'as pas idée, là. Tu viens de désamorcer quelque chose qui. Une incompréhension en moi qui est si grande. Je veux bien l'aider, mais là, ce bout-là, je comprends pas. Et là, j'ai compris. Mon Dieu, Puis quand elle était allée au secondaire, il y avait ce qu'ils appellent des... C'est pas des costumes, là, tu sais, maintenant, c'est comme des ensembles qui peuvent mixer... mon Dieu, un nom par rapport à ça, je m'en souviens plus. Et ça a tout aussi... Bon, enfin, il était habillé pareil. Enfin, il y aura pas de... Mais il reste que... J'ai tout compris après, puis on s'est rapprochés à cause de ça. Parce que là, je me disais, OK, je vais me mettre un peu plus... Puis comment t'as dealé avec ça? T'es-tu resté genre, je vais rester à son service et à son écoute, puis je vais comprendre qu'elle est stressée par rapport à ça? Mais oui, mais je pouvais mettre des mots aussi pour elle, tu sais, dans le sens que là, je venais de comprendre que c'était le pouvoir qu'elle donnait aux autres. Ouais. Puis de dire, admettons, toi, tu juges quelqu'un qui n'est pas habillé comme tu penses. C'est une pensée qui s'en va, oui, là. Puis tout est là. Tu sais, quand je te disais que je suis pas stressé à cette heure, là, je ne rentrerai pas dans tout, on va passer juste la journée sur cette question-là, mais je ne rentrerai pas dans toutes mes lectures, puis je dirais pas mes croyances, mais par rapport à la physique, par rapport à l'univers. L'univers est neutre. Il n'existe pas tant que tu n'y mets pas une intention. C'est ton film, c'est mon film, c'est son film. Donc, quand tu décides que tu accordes de l'importance à quelqu'un qui est ailleurs, qui pourrait penser telle affaire, tu décides, toi, dans ton monde, d'y accorder cette importance-là. Sinon, ça n'existe pas. C'est ça. Mais ça, comprendre ça, ça prend une éternité. Ben oui. Mais c'est fou, c'est complètement ça. Ce qui fait que je m'en sac à cette heure, c'est que je ne suis pas chez nous en train de me dire qu'est-ce qu'un tel... Parce que c'est ma décision et c'est mon film à moi. Fait que je décide de ne pas prendre... Ça empêche de faire des choses. Tu sais, des fois, il y en a qui ont des regrets. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce qu'il donnait un pouvoir aux autres sur ce que les autres auraient pensé de... C'est complexe, cette question-là. Mais là, ça, pour toi, c'est quelque chose qui est plus derrière toi. Oui. Puis comme dirait Jim Carrey, des fois, je la pogne, la vague, là. Puis je suis super bien. D'autres fois, je l'attends puis je la cherche. C'est pas parfait tous les jours. Mais je la connais. Je l'ai déjà surfé. Fait que... Tu sais comment la prendre. Ben oui. Puis c'est tout mon rapport à... En tout cas, c'est mon rapport à la physique puis mon rapport à la neutralité de l'univers. C'est un peu capoté, la physique, là, ceci dit en passant, mais... Je la comprends pas. Quelqu'un qui dit comprend la physique quantique, c'est parce qu'il la comprend pas, mais c'est weird, c'est complexe, mais les grosses bases de la linéarité n'existent pas, le passé, présent, futur, tout est là en même temps. Tout est neutre tant que tu ne mets pas une intention. Donc, c'est ton film. En ce moment, je suis un acteur de ton film du moment présent. Il n'y a rien d'autre qui existe. Donc, de penser que quelqu'un pense quelque chose, ça n'existe pas. À moins que tu le manifestes, toi, puis tu le crées. Oui. Non, c'est une invention comme l'esprit. Oui. C'est ça. La question que je choisis, quelle personne a fait une différence dans ta vie? Ben, ma blonde. Ma blonde a fait une grosse différence, autant dans les moments difficiles que les moments merveilleux. Parce que ça fait 25 ans, ça va faire 25 ans le printemps prochain, en fait. Puis, il y a eu des hauts, des bas, il y a eu, des bouts un peu au neutre, il y a eu des bouts, des épreuves, il y a eu un paquet de choses. Tu sais, je pourrais dire mes filles, c'est sûr. Mais à la base, la première personne que j'ai rencontrée avec qui je suis encore, c'est ma blonde, parce que les deux, on a passé à travers un paquet de choses. Les deux, on s'est challengés, on s'est réconfortés, on s'est aimé, on s'aime encore. On s'est bousculé, on s'est chicané, on s'est fait peur parce qu'à un moment donné, on ne savait plus si on allait continuer parce que tu sais, c'est la vie de tout le monde. Là. Puis revenir encore plus fort de tout ça. Fait que c'est tout ça qui a fait de ma vie, puis mon film, pour revenir à mon expression à moi, quelque chose de signifiant, puis qui bouge, tu sais, puis qui te remet en question. Qui me remet en question, puis qui me fait évoluer, moi. Mon chemin est pas plate. Tu sais, mon chemin aurait pu être plate, puis ça aurait été un chemin, puis c'est correct. Il n'y a pas de jugement là-dessus, mais mon chemin, il vaut la peine en ce moment. Là. Mon incarnation présente ou ma simulation en ce moment, ici, là, dans le monde en 3 dimensions, là, au moins, il se passe de quoi. Elle n'est pas plate, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est la personne qui a fait une différence dans ma vie. Est-ce que tu penses que ça lui a demandé une espèce de comme une grande patience pour que tu arrives à être qui tu es aujourd'hui? Oui. De t'accompagner dans ce que tu as décrit comme tes hauts, tes bas, les vagues que tu ne savais pas comment prendre. Oui, je pense que ça a pris des liens forts. Puis une assurance qu'au-delà
de tout ce qui est des interférences, puis de tout ce qui est difficile. En arrière de tout ça, ça prend une capacité d'être capable de voir ou de sentir qu'il y a de quoi de plus fort qui vaut la peine qu'on soit patient ou qu'on fasse tranquillement du ménage là-dedans. Puis autant vice-versa aussi, Janie, autant elle est forte, puis tout ça, autant ça m'a challengé, puis elle aussi, elle s'est transformée. Ce qui fait qu'elle est beaucoup plus calme aussi aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup plus doux, tout ça. Mais oui, je pense que ça prend ça au-delà de... Ça prend la conviction. Puis en même temps, on aurait pu se séparer, puis c'est correct. Mais Il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas séparés? Il y a de quoi de fort. Il y a de quoi de super fort qui est un peu inexplicable. Tu sais, qui est un peu... puis qui n'est pas de l'acharnement. Puis je pense qu'on a continué à être capable de se parler. Il n'y en a pas, même moi, dans mon côté, un peu, je dirais, qui se renfermait un peu de son côté quand ça allait pas bien. On a quand même été capable de continuer à se dire des choses. Pas toujours de la même façon, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide, il y a beaucoup plus grande franchise qui est là rapidement. Mais on a toujours été capable quand même de bouger là-dedans, tu sais, de ne pas se figer complètement, puis au bout de 2 ans, faire ça n'a plus de sens, notre vie. On est à une distance incroyable l'un de l'autre. On n'a jamais été à une distance incroyable l'un de l'autre. C'est ce qu'il y avait autour qui brassait. Ouais. Ça. Parce que, tu sais, dès le départ, tu as parlé de ton seul ami que tu avais quand tu étais plus jeune, puis même ensemble, tu jouais séparément. Ouais. Est-ce que pour toi, la vie à deux a quand même été un enjeu dès le départ? Oh oui. À plein niveau, mais le fait de partager la vie de quelqu'un, puis de sentir que, encore une fois, que si ça va pas bien, il faudrait donc que ça aille bien tout de suite, puis il faudrait donc que je trouve une réponse, puis de vivre l'anxiété, puis de m'emmener, d'être allé travailler, puis de faire « OK, ça fait 2 semaines, ça va pas bien, pourquoi ça marche pas? » Les mêmes frustrations qu'avec mes enfants, tu sais. Fait que oui, ça a été challengeant, mais en même temps, il y avait toujours quelque chose qui nous tenait les deux. Tu sais, puis encore plus aujourd'hui, puis on le voit, puis on le réalise. Tu sais, des fois, on le perd de vue un peu. Avec les épreuves de la vie, tu le perds de vue, puis bon, c'est toujours permis de continuer à essayer de le voir, puis de se le rappeler une fois de temps en temps. Puis c'est ça, c'est notre chemin, je veux dire. Tu sais, je serais assis devant toi aujourd'hui, puis on se serait séparés, on aurait eu quand même 24 super belles années signifiantes. Il n'y a pas de bonne puis de mauvaise réponse, moi, je trouve. Tu sais, les chemins des humains sont... Non, c'est notre chemin. Mais c'est toujours inspirant d'entendre ces témoignages-là. C'est-à-dire, parce que des fois, on s'inquiète quand ça brasse. Qu'est-ce qui va rester? Quand le calme va revenir, qu'est-ce que cette tempête-là aura laissé? Est-ce qu'on aura grandi de ça? Ou est-ce qu'on se sera éloigné? Parce que ça ne laisse jamais neutre. Il ne faut pas être neutre face à une épreuve. Tu sais, parce que des fois, ça vient nous chercher différemment. Des fois, il y a aussi le manque de compréhension de l'attitude de l'autre face à l'épreuve. Tu sais, c'est comme si des fois, on voudrait que l'autre réagisse comme nous. Et c'est pas ça, la vie. Non. Puis des fois, moi, je trouve qu'en couple, ça peut être long à comprendre ça. D'accepter la réaction de l'autre, même si ça c'est pas la tienne. Complètement. Ma blonde avait beaucoup de difficultés avec le fait que j'étais capable d'aller dans une espèce d'endroit dedans de moi où il se passait rien, puis qui m'évitait de sombrer. Elle appelait ça du déni conscient ou du... Puis ça, Jenny avait de la misère, de la difficulté à le faire. Puis elle avait de la difficulté à comprendre. Moi, j'avais de la difficulté à comprendre que tout était épouvantable des fois, puis énorme, puis que c'était à la seconde près, il fallait toujours que Jenny trouve puis une bataille, tu sais. Puis moi qui me réfugiais dans quelque chose, elle avait de la difficulté à comprendre que j'étais capable à un moment donné de me réfugier dans le rien pendant un certain temps pour me ressourcer puis revenir. Fait que oui, c'est tough de comprendre comment l'autre réagit. C'est là qu'à un moment donné, des fois, tu fais « Hey, ça fait 8 ans de quotidien qui est insupportable. Peut-être qu'on devrait se séparer. » tu sais. Ce qui, je pense, n'a pas été le cas, nous. Ça n'a jamais été... Oui, il y a eu des bouts de quotidien que tu faisais « Je vois-tu continuer à vivre de même tout le temps? On est en train de se chicaner, on n'a pas le même point de vue. Y aurait-tu moins? » Mais ça n'a jamais trop duré, ça. Donc, c'est peut-être ce qui nous a sauvés, mais effectivement, c'est tough de comprendre comment l'autre réagit. Puis on voudrait que l'autre réagisse comme nous autres parce qu'on fait « Voyons, pas de sens, tu sais. »
Ben, Tu sais, Jeannette me regardait, puis elle était là, voyons, tu peux pas croire que tu vois pas que c'est épouvantable, là? Arrête de dire que oui, c'est épouvantable, mais je suis obligé de me le dire aux 2 secondes, tu sais. oui, puis on vient pas de la même place. Non. T'as bien beau avoir été en couple 25 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans. Tu viens pas du même endroit. Non, pas en tout. Ton histoire familiale est Pas en pas. tout. Puis, tu sais, on sait que notre histoire familiale, c'est quand même notre base. Ouais. Tu sais, après ça, on peut aller chercher ce qui nous a manqué, on peut travailler sur soi, mais il y a des réflexes qui reviennent. Il y a des fois des comportements qu'on n'a pas aimés jeunes, puis ils vont plus nous faire réagir Ouais. que l'autre ou vice-versa. Mais Ouais. moi, je trouve que c'est ça à deux. C'est d'essayer de comprendre d'où l'autre vient pour essayer de comprendre aussi sa réaction qui n'est pas, Oui. calibrée comme la nôtre. Puis dans l'immaturité de nos premières années de relation, moi, j'avais pas que j'avais pas l'envie de connaître ça, mais ni un ni l'autre. On était dans ce qui nous arrive là, on fait un enfant, après ça. Aujourd'hui, on les a, ces discussions-là, tu sais. Je sais d'où Jenny vient, puis je comprends, puis moi aussi, à travers mes thérapies, je comprends d'où elle vient, puis moi, je comprends d'où je viens. Puis comme me disait bien une de mes thérapeutes, elle dit souvent, les humains, c'est 2 enfants blessés qui se rencontrent. Elle dit, vous autres, votre match était parfait. Il était parfait au niveau de nos 2 enfants blessés. Mais ça fait un temps, quand tu matures, puis tu commences à guérir ça, puis à te libérer de certaines affaires, puis tu fais, OK, ça m'appartient pas, ça appartenait à mon père, ça, Fait que là, tu te réappropries des choses. Ben, si l'autre fait pas le bout de chemin, c'est tough. Mais on le fait les deux aussi, pratiquement en même temps. Fait que c'est sûr qu'on est ailleurs en ce moment, mais tu as tout à fait raison. On venait pas du tout du même endroit, puis moi, j'avais zéro réglé. Mes anxiétés venaient beaucoup de là, moi, de mon enfance. Des peurs qui m'appartenaient pas. Qui appartenaient à mon père. Comment tu as compris ça? C'est en thérapie que tu as compris ça? Oui. Il y a plusieurs personnes, ça, qui réalisent très tardivement dans leur vie. OK, mais ça vient de bien plus loin que je pensais. Parce que des fois, on a tout le temps l'impression que c'est ce qu'on est en train de vivre qui nous fait réagir comme ça, mais il y a un fondement à ça. Ben, tu te rends compte à un moment donné qu'il y a un conditionnement d'humain qui remonte à une niaiserie qui est arrivée quand tu étais jeune, puis ça a conditionné tout le reste de ta vie. Fait que si tu t'en occupes pas, ce dossier-là, il s'enfouit, puis il se calcifie, puis à un moment donné, tu le dépoussières, puis tu fais « OK, c'est ça ». Tu rouvres le dossier, puis tu fais « OK, je suis de même à cause, entre autres, de ça ». C'est fou, parce que, tu sais, j'ai fait une série à Canal Vie qui joue présentement, qui s'appelle Telle mère, tel fils. Oui, ça a l'air écœurant, en passant. Tu sais, c'est des duos mère-fille là, qui vivent des enjeux, mais là-dedans, moi, j'étais vraiment accompagnatrice puis observatrice de tout ce qu'ils ont vécu. Puis, tu sais, il y a des mères, il y a des filles qui disent des choses à des mères. Puis là, les mères, ben voyons, je pensais pas que tu avais vécu ça comme ça. Et là, la mère dit, OK, mais c'est parce que ça vient de loin. Tu sais, c'est comme si la fille, en révélant quelque chose qui l'a blessée... Ça a révélé à la mère. Oui, c'est ça. La mère, elle recule. Puis elle dit, mais moi, c'était dans mes réflexes. Je savais pas que ça pouvait toucher. Et là, c'est fou. Tu dis, mon Dieu, on pense bien faire, mais nos protections qu'on s'est mis jeunes, ces protections-là, si on ne sait pas d'où elles viennent, elles demeurent. Complètement. Puis on les transmet. Puis tu sais, c'est comme si la deuxième génération qui transmet, on comprend même pas pourquoi on transmet ça, alors que la première, des fois, va comprendre. La mère va comprendre ce qu'elle vient de vivre, mais elle sait même pas qu'elle transmet. Imagine la fille qui le reçoit. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur, OK, des fois, les relations parentales ou dans les couples, ça peut être difficile, mais d'où on vient, c'est quand même la clé de voûte de ça. Là. Puis transmettre, tu sais, puis des fois, c'est transmis à travers les cellules, c'est transmis à travers le... Juste commenter dans ta vie, c'est les traumatismes transgénérationnels qu'ils appellent. Et ça, on en parle de plus en plus, là, présentement. Là. Je veux dire, écoute, moi, si je ne m'étais pas libéré de ces peurs-là, je serais peut-être mort comme mon père, dans plein de peurs, puis je me rends compte que ça m'appartenait pas. Et pourquoi tu n'allais pas là-dedans? Parce que c'était trop lourd ou tu n'en étais pas conscient que ça t'avait affecté? Je pense que j'avais peur d'aller là. Je pense que je savais pas comment aller là. Je pense que j'avais une grande pudeur par rapport à ça. Fait que mes premières thérapies, j'étais loin de tout dire. Là. Je disais un quart de... Tu savais que c'était là, mais tu le nommais pas. Je le nommais pas. C'est que tu le portais quand même. C'est pas comme tu t'es souvenu de ça, tu savais. Ben, j'allais jamais assez loin non plus pour mettre le doigt sur des affaires. Okay. Je me retirais toujours quand je sentais que peut-être qu'on aurait pu aller quelque part. Fait que j'avais peut-être une envie de pas y aller, tu sais. Puis... T'étais peut-être pas prêt. J'étais pas prêt. C'est ça. J'étais vraiment pas prêt. Ça prend de l'espace, des fois, pour aller revisiter des parties de sa vie. Ou des chocs. Tu sais, ça prend un paquet d'affaires qui fait qu'à un moment donné, tu fais OK, là, j'ai pas le choix, let's go. T'sais. Ça a été salutaire. Ah oui, complètement. Ça t'a apporté. Une fois que ça a ouvert, là, et moi, j'ai plus de tabou. Plus de tabou. Je suis allé voir un médecin, n'importe qui, là, pendant 20 minutes, il connaissait tout de Junet, qu'est-ce qui s'est passé. Puis moi, ça a fait, c'est beau, là, on va se prendre en main. Là. Y a-tu un stress à dire les vraies affaires? Là? Non, c'est correct. Ça va être ça.
C'est ton Je histoire. parlais de ma première relation sexuelle, mes affaires, de pourquoi j'étais traumatisme de ci, de ça. J'avais pas de tabou par rapport à ça. Prêt au niveau jaune? Niveau jaune, mon Dieu. Tu m'en donnes 4, s'il te plaît. OK. 4 cartes. Tu vas en choisir une et je vais en choisir une. Parfait. On n'était pas trop long. Je parle beaucoup. Il n'y a pas vraiment de temps ici. Non, parfait. Le temps n'existe pas. Le temps, C'est physique. C'est physique, on l'a dit. Oui, tout est là en même temps. On est dans ton film. On est dans mon film, dans le tien en même temps. Ça donne qu'on est synchro dans nos films. Exactement. Alors, t'en choisis une. Comment vont les hommes? Mm-hmm. Quel type d'amoureux es-tu? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Qu'est-ce que ton rôle de père t'apporte? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? T'as envie de répondre à ça? Je suis pas dans le regret. Oui, j'ai envie de répondre à ça, Parfait. mais c'est pas du regret. C'est Mais pas... beaucoup de gens qui la choisissent, mais ça fait partie de leur histoire. C'est bien... on a le temps de le placer aussi dans l'histoire. Oui, tout à fait. Des parents aimants, ça va. On n'aime pas toujours de la bonne façon, mais puis aucun, genre, moi, il n'y a pas de j'en veux, ça n'a pas rapport. Mais ce qui m'a manqué, c'est d'être capable d'avoir des conversations de vérité que j'ai pas eues quand j'étais jeune, qui a fait de moi un jeune adulte, puis même plus qu'un jeune adulte, qui avait de la difficulté à exprimer ses émotions, puis qui devenait spectateur des situations. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais très sensible, puis je comprenais beaucoup de choses qui m'entouraient. J'étais le dernier de la famille. Puis, une famille de combien? De 3, j'ai 2 sœurs plus vieilles. Okay. Et puis, mes sœurs, t'as des numbers, ça brassait. Puis moi, j'étais un petit timide en arrière qui faisait ses affaires, puis qui faisait pas de bruit dans la famille, puis qui entendait toujours de mes parents, d'ailleurs, « Oh, on aurait 12 comme lui, donc tranquille. » Des gens partant, c'est me cantonner dans un rôle. Ouais, oui. Mais il est arrivé plein de choses chez nous, dans la famille, puis il n'y a jamais personne ou presque qui a pris le temps de s'asseoir et de me considérer assez mature pour me l'expliquer. Puis ce que ça fait, c'est comme si tu disais à un enfant, t'es pas assez pas intelligent pour le comprendre, mais t'es pas assez bon non plus, mais c'est comme si un gros doigt disait, on t'en parlera pas parce que tu pourras pas le comprendre, ou on t'épargne ça. T'es pas capable de le comprendre. T'es pas capable de le vivre. On peut pas te faire vivre ça. Ce que ça fait en vieillissant, c'est que ça fait un homme qui a peur d'affronter certaines situations parce qu'il pense qu'il n'est pas capable de les affronter. Donc, ça m'a confiné longtemps dans mes émotions, ce que je vis, ça a pris du temps en thérapie avant d'ouvrir vraiment puis de dire ce qui se passait. Puis, fait que ça a influencé toute ma vie. Ce que j'essaie de pas faire avec mes filles, je leur parle pratiquement comme si c'était des adultes. Puis quand il arrive quelque chose, on leur dit, on cache pas des affaires. Moi, ma mère a eu le cancer des seins, elle a eu une certaine rémission, c'est devenu le cancer des os, elle est décédée à 61 ans. Il n'y a jamais personne qui s'est assis pour me dire, bon, Nicolas, j'ai le cancer. C'est Nicolas parce qu'il m'appelait Nicolas beaucoup dans la famille. Nicolas. Ma mère a le cancer, ou mon père dit ta mère, on a un mauvais diagnostic. Mon beau-frère est décédé du cancer à 32 ans. Il n'y a jamais personne qui m'a dit ton beau-frère est malade. Je l'ai vu arriver, puis j'ai compris en écoutant d'autres conversations. Mais il n'y a personne qui s'est assis avec moi pour me dire les choses. Donc, j'étais toujours spectateur de tout, puis pris avec mes émotions. J'étais un petit gars sensible, puis des choses qui me perturbaient, je pouvais être des semaines à pas dormir, je me grattais à la jambe, j'ai une plaie, là. Moi, j'ai une plaie à vie sur mon mollet parce que je me suis trop gratté d'anxiété. Les gens pensaient que je m'étais brûlé ou que je m'étais fait mordre par un requin. Ou que, tu comprends? Je passais à travers ma peau, je saignais, j'avais un trou dans la jambe. Fait que je vivais tout ça tout seul. Que personne... Autant ma famille était très ouverte sur les blagues, les jokes. Ma mère faisait quasiment du stand-up comique, elle se costumait. Tu sais, il y a eu beaucoup de fun dans la vie, beaucoup de tendresse, d'amour. Mon père était capable de m'embrasser. Ça allait. Mais des vraies discussions, il n'y en avait pas, je trouvais. Puis ça m'a beaucoup manqué. Regarde, c'est mon chemin. Je me suis formé par rapport à ça. Fait que tout ça est correct. Mais tu fais bien de le dire. Parce que même pour ceux qui nous écoutent, peut-être, est-ce qu'on doit décider pour l'autre s'il est capable de l'entendre ou pas? Parce que c'est un peu comme si on a décidé pour toi. Oui. Mais tu l'entendais quand même, mais pas de la bonne façon. On ne s'adressait pas à toi. Non. C'est comme si tu n'étais pas considéré. Tout à fait. Eux, c'était par protection, mais ce que ça donne comme résultat... Ça a donné longtemps je suis pas capable de faire ça. Je suis pas capable d'être un bon père. Je suis pas capable de prendre cette situation-là. Puis ça a fait de moi aussi quelqu'un qui est devenu très vite spectateur d'un paquet de choses pour me protéger. Mais sans m'empêcher de vivre les émotions. Mais on t'a donné un rôle de spectateur aussi. Oui, complètement. Complètement. Ouais. C'est le chemin qu'on t'a montré. C'est le chemin qu'on m'a montré. C'est ce que j'essaie de pas faire avec mes filles.
Je suis capable d'aller m'asseoir et de dire, gars, il arrive ça, ça, ça. Bon, c'est chicané avant hier pour telle affaire, ça, ça, ça. Bon, c'est pas tout. Je dis pas tout le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que je les considère, puis en leur transmettant ça, je considère qu'ils sont capables de le prendre. Ils sont assez intelligents et sensibles pour le comprendre, puis ça démystifie un paquet d'affaires. Moi, ça a créé de l'immaturité, là. Long bout de ma vie. Là. Autant je vois des hommes à TV, puis dans des films, puis virilité, puis ci, puis ça. Il y avait un petit Jean-Nic en dedans qui était pas guéri. Là. Par rapport à plein de situations, j'avais 8 ans. Là. Je réagissais comme un enfant de 8 ans. Là. Quand les femmes sont arrivées dans ta vie, est-ce qu'il y avait aussi de l'immaturité? Ah ouais, beaucoup, beaucoup. Beaucoup d'écoute, ceci dit. Moi, j'étais élevé avec 2 sœurs. Tendresse, écoute, respect. Le respect a toujours été là. Et beaucoup d'immaturité. Beaucoup de peur aussi, justement, tu sais, au niveau de la sexualité, la peur, la performance, faut être à la hauteur, donc ça créait beaucoup de vulnérabilité et d'insécurité de ma part, à part quand il y a des périodes de ma vie où je suis un peu plus sur le party, puis ça m'est arrivé de me geler la bine. Là, j'avais moins d'insécurité. Là. On dirait que la vie était parfaite, tout était correct. Tu gelais tes... Ben oui. Tu gelais comme tes émotions, dans oui, le fond. tout à Tu fait. t'auto-médicamentais, Oui. on pourrait dire ça comme ça. Complètement. Fait que c'était une espèce de peur de quand même être là avec l'autre puis faire attention, parce que moi, j'aime pas les relations de pouvoir dans la vie, ça n'existe pas. Moi, je veux dire, mon réparateur de la vaisselle, il me demande de l'appeler directement parce que quand il vient chez nous, il trippe parce qu'on jase, puis je m'intéresse à son métier. Tu sais, il n'y a pas de... Tu sais, Et tu n'as pas aimé l'autorité non plus. Non, pas du tout. Fait que les femmes dans ma vie que j'ai croisées, ça m'est arrivé, là, ma grosse période où je me rentrais dans un bar un peu fait, puis que je jasais avec une fille, puis qu'il y en a un autre qui me mettait un numéro de téléphone dans les poches, puis toutes mes grosses années de cinéma, puis tout. Puis si une fille revenait chez nous, là, puis je me rendais compte qu'elle était gênée, je disais, veux-tu que j'aille te reconduire? Tu peux dormir, je vais te reconduire demain matin. Je suis incapable d'être dans une situation d'autorité, de pouvoir. Le jeu de pouvoir, à moins qu'on soit d'égal à égal, toi puis moi, on est ensemble, intelligemment, on joue un rôle, on a du fun, peu importe. Mais grande écoute, puis incapable de vivre dans une situation de pouvoir. Fait que j'ai jamais été capable. Fait que ça faisait de moi quand même un homme quand même tendre et... Fait que là, les filles me laissaient le numéro encore plus gros parce que ça va faire un bon chum. Mais parallèlement à ça, très immature, tu sais, puis très insécure par rapport à c'était-tu correct, puis tu sais, fait que oui, longtemps, ça a affecté beaucoup de sphères de ma vie, tu sais. Puis même au niveau du jeu, tu sais, je dis pas que je suis un mauvais acteur, mais des fois, je regarde en rétrospective, puis aujourd'hui, je me trouve meilleur parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus groundé, beaucoup plus encore vrai à cause du chemin que j'ai fait. Puis j'ai comme grandi, fait qu'il y a de quoi de, tu sais, comme un vin qui a bien mûri, là, peut-être, là, mais tu sais, fait que ça a affecté beaucoup de sphères de ma vie, là, ça c'est clair. Et c'est quoi aujourd'hui la relation avec tes sœurs? On se parle pas. C'est effrayant. On est une famille. Moi, quand ma mère est décédée, ça a comme éclaté. Mon père a comme erré pendant, 12 ans, 15 ans. Lui, il est décédé à 79, ma mère est décédée à 61, mais il était un petit peu plus vieux. Puis, fait qu'on continuait. Moi, j'étais rendu à Montréal, il était à Québec. Fait que je continuais évidemment de temps en temps à m'occuper de mon père, il parlait, tout ça. Puis le pôle central, le point central de toute notre famille, c'était ma mère. Tu sais, c'était ma mère qui était forte, c'était ma mère qui était drôle, c'était ma mère qui voulait qu'il y ait du monde dans la maison. Mon père, c'était un sauvage, beaucoup de peur, très, très, très petit garçon, immature, beaucoup dans les apparences. Bon, il s'est beaucoup occupé de moi, il a fait du sport, il m'a amené, il s'est ruiné à me faire des compétitions de tennis. Mais mon niveau homme, fait que c'est ma mère qui tenait tout ça. Fait que quand elle est partie tôt, ça a comme éclaté. Puis, de temps en temps, j'écris à ma sœur qui est à Québec. Puis ma sœur à Montréal, de qui j'étais proche aussi, là. Puis je la connais. Je sais pas ce qui est arrivé à un moment donné à me moins parler. Puis elle, quand elle vit quelque chose, elle continue, je pense, à s'enfermer un peu. Fait que pour vrai, tu m'en parles, là, puis ma blonde m'en parle souvent. Appelle donc ta sœur, ta grande sœur. Appelle-la à voir son rendu. Ils étaient à notre mariage. Après ça, ils sont partis le lendemain trop vite. Et ils sont pas venus nous voir. Puis ils sont vous n'êtes pas parlé, ça n'a pas de sens. Mais ça, c'est encore mon côté... je suis dans mes affaires, puis je fais, OK, je vais pas l'écœurer, c'est sa vie. C'est un peu particulier. C'est très particulier. Mais est-ce que ça te fatigue à l'intérieur de toi? Non, ça me fatigue pas. Ça me fatigue pas, parce que si ça me fatiguait, où je suis en ce moment dans ma vie, je l'appellerais. Je ne laisse pas traîner les choses. Ça me fatigue pas, mais il faudrait que je l'appelle pour prendre des nouvelles, pour savoir, elle, comment elle va. T'sais. J'en ai aucune idée. Puis j'étais comme pas pire proche pendant une certaine période. C'est un peu particulier. Puis des fois, c'est aussi... c'est dur à expliquer, là, tout
mon cheminement personnel de... Je te parlais de mon film tantôt, je te parlais de la physique, je te parlais de... On dirait qu'on est comme dans deux mondes parallèles en ce moment. On dirait qu'elle n'existe pas. Pourtant, c'est ma sœur. Fait que, puis, je demande même à mon autre sœur, non, j'ai pas de nouvelles non plus. Fait que, Je comprends ta blonde, pareil, de t'en reparler. Ah oui, elle m'en reparle. Parce ça la fatigue. Ouais, ben, tu sais, c'est ça, vous avez quand même un passé en commun. Oui. Ben, tu sais, tu fais ce que tu veux, mais c'est juste que je peux comprendre. Ouais. Mais tu sais, ça te fatigue pas. Non, j'ai quand même cette grande capacité-là, moi, à être là. Ben oui. Puis penser il y a 7 ans, quand on se parlait, c'est ça, ça a existé, mais c'est... Mais t'avais quel âge quand ta mère est décédée? J'étais sorti de l'École nationale, j'avais commencé à tourner un petit peu, donc j'avais 29. Elle était déjà relativement jeune, là. Oui. À 29 ans, là. Oh, oui. Elle a beaucoup souffert, ça m'a... Est-ce que c'était ta première relation avec la mort? Ton premier contact? Mon beau-frère est décédé avant. Il avait 31 ans, cancer du foie, c'est épouvantable. Il a laissé deux jeunes enfants. Ma mère, c'était le premier gros contact quand même avec ça. Puis j'ai quand même erré un peu après. Ma période sur le party a été après ça. Parce que je me suis toujours... On dirait que j'avais pas vécu mon deuil dans ce temps-là. Je me suis comme réconforté en me disant, elle souffrait, c'est parfait. Parce qu'elle l'a toffé longtemps. Quand elle est rentrée à la maison Michel Sarrazin... Oui, maison de soins palliatifs. Oui, soins palliatifs. Elle aurait pu toffer une semaine puis mourir. Puis elle est restée là quand même 2 mois avant de partir, tu sais. Fait qu'elle a tenu longtemps. Fait qu'elle souffrait tellement. Puis ma mère, qui se plaignait jamais, quand il me demandait de montrer sur la charte de douleur, elle montrait 10 sur 10. Ma mère qui montre 10 sur 10, je l'ai vu vivre avec des affaires, là, que n'importe qui serait couché, puis elle continuait à faire ses affaires, puis elle n'en parlait pas. Fait que je suis comme, OK, ça doit faire mal, le cancer des os. Là. Fait qu'on disait, augmente la morphine. Fait que quand elle est partie, il y a comme eu un bon enfin. Elle souffre plus. Ouais. Puis suite à ça, moi, en ayant comme enfoui ça, je suis comme parti dans... Ça explique aussi toute mon immaturité d'être avec une femme qui était très, très mature et je gère des situations. Je me suis fait materner avec Jenny pendant des années. Là, quand on regarde ça en rétrospective, là, quand je dis nos 2 enfants blessés, là, elle, Jenny, c'était elle qui contrôlait, qui prenait soin de sa famille, qui prenait soin d'un paquet d'affaires. Fait que moi, à tout ramasser, puis ah ouais, let's go. Puis moi, ça faisait mon affaire. Les 2, ça faisait notre affaire. C'était le match parfait. Mais toi, t'es habitué aussi à ce qu'on fasse ça avec toi. Oui. Puis, tu sais, j'avais pas vu. Oui, complètement. Ma mère avait le cancer, puis elle continuait à faire à manger à mon père, puis elle continuait, tu sais, c'était comme complètement surréaliste. Puis, fait que c'était. Fait que c'est ça, j'ai comme tout évincé ça, puis à un moment donné, c'est venu me rechercher, puis j'étais comme, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Puis, tranquillement, en thérapie, j'ai compris qu'il y a toute une période où. T'as vécu ton deuil? Ouais. Un deuil pas exprimé comme ça, mais ton corps en avait besoin, ta tête en avait besoin. Parce que c'est fou, quand ma mère est décédée, là, j'ai pas passé des semaines à pleurer chez nous. Là, je commençais à travailler, j'étais à Montréal d'abord, je travaillais, j'ai fait tant mieux, elle souffre plus. Tu sais, j'ai rien, on dirait que je l'ai pas vécu pantoute, fait que c'est venu me rechercher beaucoup, beaucoup après. C'est capoté, là, moi j'étais à Montréal, puis à un moment donné, mon père m'appelle, puis il dit, là, ils nous disent que ça va être aujourd'hui. Je me suis loué une voiture, j'avais pas de char dans ce temps-là. Je me souviens plus exactement des heures, mettons que je suis parti à 3 heures. À 4 heures, j'étais dans le coin du Madrid, tu sais, à mi-chemin. Ouais. La voiture que j'ai louée, là, c'est comme si j'avais perdu une roue. Ça cognait, ça avançait plus. Je me suis mis sur le côté, je me rendrai pas, qu'est-ce qui se passe? J'ai-tu un flat? Je sors, je fais le tour, il n'y a rien, il n'y a pas de flat. Je fais, OK, je vais réessayer de partir, je repars. C'est comme si c'était rien passé. Mais mettons qu'il est 4 heures, ma mère est décédée à 4 heures. J'ai demandé l'heure quand je suis arrivé, puis ils m'ont dit, elle est décédée à telle heure. Puis là, je fais, OK, c'est vraiment à mi-chemin quand j'étais rendu. Complètement capoté. Puis je suis allé, quand je suis arrivé, j'ai dit, je peux-tu être tout seul avec elle dans la chambre pendant un certain temps? Je restais une demi-heure tout seul. Puis à un moment donné, tu sais, je suis allé la voir, évidemment, ça devient, c'est quelqu'un qui meurt. Oui, la rigidité. Froid, rigidité. Fait que là, rapidement, j'ai fait, OK, l'enveloppe est là, mais elle n'est plus là. Fait que je me suis assis dans le coin, il y avait une chaise berçante. Je parlais avec elle pendant une demi-heure, puis je regardais beaucoup le ciel. Je regardais même plus son corps, t'sais. Je jasais avec elle comme j'avais le sentiment qu'elle était quelque part là, mais tu sais que c'est comme ça un peu que ça s'est passé. Puis après ça, rapidement, je refermais la porte de tout ça. Puis je voulais comme pas être touché par ça. Puis je me disais juste tant mieux, tu sais, elle souffre plus. Tu pensais pas à toi? Non, pas en tout. Tu pensais à ta mère, mais tu pensais pas à ta souffrance, à ta perte. Ouais. L'image dont je me sers beaucoup quand je tourne des fois, parce que des fois, il y a des choses qu'on n'a pas vécues. Je me souviens dans Maelstrom, il retrouve le corps de ma femme, puis il y a une scène, on a tourné ça toute la journée.
Je sors d'hélicoptère avec le sac, avec le corps de ma femme dedans, je le prends dans mes bras, une scène bouleversante. J'avais jamais vécu ça. Puis l'image dont je me suis souvent servi quand je jouais puis que j'utilisais, c'était ma mère qui arrive, parce que je l'ai accueillie, moi, à la maison de soins palliatifs quand elle est arrivée. Je me souviens d'être sur le portique, puis l'ambulance est arrivée. Puis elle est descendue, puis je vois ma mère qui s'étire. Les 2 ambulanciers sont là pour voir si je suis là. Puis cette image-là, je pensais pas pleurer aujourd'hui. Correct. Cette image-là, tu sais, je m'en sers comme comédien. Tu sais. Parce que c'est resté qu'est-ce fort, qu'elle te rappelle, fort, cette fort. image-là? C'est l'importance que tu avais pour ta mère? Ouais. Elle avait besoin de toi. Ouais. Dans cette étape Mhm. définitive de sa vie, Ouais. C'était moi qui l'accueillais là, sur le portique. Quand elle dans est sa arrivée. dernière maison. Ouais. Puis cette image-là, c'est fort. Là. C'est elle qui s'étire, qui est malade, évidemment. Tu sais, mais qui... Quand ta voix est rassurée. Tu comptais, là. T'avais comme une importance. Ouais. Oui, puis... C'était plus un anti. Puis je voyais aussi ça... Tu sais, on le savait que c'était ses derniers moments, tu sais, que c'était la dernière maison où elle allait passer le reste de sa vie. Puis je voyais toute sa vulnérabilité aussi. Ça me touchait beaucoup. Tu sais, tu vois, je t'en parle. Je me sers de cette image-là dans n'importe quel rôle. J'ai pas de problème. Tu sais, Oui, parce ça que part tu de l'avais même. pas vue comme ça avant. Non, c'était une femme forte. Elle était face à son destin. Hein? Ouais. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme une forme de détermination. Ce sera la fin, mais écoute, à ce moment-là, ils peuvent pas être plus vulnérables que là. Complètement. Tu sais, toi, tu vas ressortir de la maison, mais pas elle. Ouais. C'est ça, c'est fort. Là, comme C'est paradoxal, c'est une grande vulnérabilité par rapport à des grands moments de vérité aussi. C'est-à-dire qu'elle a été très forte. Elle a dit des affaires à mon père qu'elle n'avait jamais dit. Je me souviens, un soir, mon père est retourné à la maison. Je parle au téléphone. Il dit « Je retourne pas. » Je dis « Voyons, c'est ta femme. » Parce que mon père, orgueil, incapable d'aller là, a passé une nuit à y dire ses 4 vérités. Tu sais. Fait que beaucoup de force mélangeait de la vulnérabilité. Elle voulait partir en paix, ta mère. Oui, je pense qu'il y avait des choses à dire qu'elle n'avait pas dit. Tu sais. Fait que, Mais elle était forte jusqu'à la fin. Oui. Oui, parce que je pense qu'on peut être fort et vulnérable. C'est-à-dire qu'elle a réglé ses affaires en acceptant justement qu'elle allait partir. Tu sais. Tout à fait. Et est-ce que tu as l'impression qu'elle est là? Des fois, est-ce que tu as des signes qu'elle te donne à certains moments? Des signes, non, mais j'y parle. Ma fille, ma grande, Mia, avait échoué son premier cours de conduite. Quand on est retourné, je suis allé avec elle pour son cours pratique. En fait, elle avait réussi son cours théorique, mais pas pratique. On y retourne, puis évidemment, Mia a beaucoup d'anxiété, autisme de haut fonctionnement, tout ça, des peurs. Puis je me souviens quand elle est partie avec le professeur, j'ai passé mettons, ça a duré une demi-heure, 45 minutes quand ils vont se promener. J'ai passé cette demi-heure-là à juste parler à maman et à dire « Maman, Thérèse, s'il te plaît, prends soin de Mia. Arrange-toi donc pour qu'elle soit fière puis qu'elle passe, s'il te plaît, qu'elle passe. » Quand elle est sortie de l'auto au loin puis qu'elle m'a fait signe, puis je voyais dans sa face que c'était positif, j'ai dit merci, tu sais. Je savais qu'elle était là. Puis ma fille qui est un peu ésotérique, c'est drôle, hein? Je ne l'ai pas dit vraiment, ma fille qui est un peu ésotérique, tu sais. Mia, un soir au souper, elle me dit, tu sais, là, quand j'ai passé mon cours de conduite, tu as parlé à ta mère, hein? Je l'ai senti avec moi. Oh, OK. Ah! Ouais. Moi, j'aime ça, ces histoires-là. Ouais. Regarde, je vais aller dans ce sens-là. Je vais choisir la question. Qu'est-ce que ton rôle de père t'apporte? Ça m'apporte, écoute, rapidement comme ça m'apporte beaucoup de joie, beaucoup de fun, beaucoup de fierté, beaucoup de beaux moments, mais ça m'apporte aussi beaucoup de j'aime pas le mot travail, mais beaucoup d'évolution, puis de signifiant. C'est signifiant dans ma vie. Comme je te disais tantôt, ma vie serait peut-être plate et sans aucun sens s'il n'y avait pas les enfants. Des fois, c'est brûlant, des fois, c'est fatigant. Mais maudit que je suis fier d'être rendu où je suis rendu, puis c'est beaucoup grâce à mes filles, tu sais. Je suis bien fier de ce que je suis comme homme, puis c'est à cause d'eux autres, c'est à cause de ce à quoi j'ai été confronté, où ils m'ont forcé à aller. Puis je trouve ça beau, tu sais. Moi qui, à un moment donné dans ma vie, ne voulais pas d'enfant, me disais, je vais avoir une petite vie tranquille. Je veux pas de trouble dans la vie, tu sais. Mais ça, c'était le petit gars de 8 ans qui parlait, qui veut avoir la paix, qui veut pas être confronté à des affaires. Ils m'ont forcé, ces filles-là, à bouger, tu sais. Tu sais, quand je dis que ma famille me forçait à un moment donné à aller en thérapie puis d'ouvrir les valves pour vrai, ben c'est ça. Tu
c'est mes filles. Puis je remercie de ça. Fait que ça m'a apporté beaucoup ça, mon rôle de père. Est-ce que les enjeux que tes filles rencontrent, ça t'a donné de la force? Oui. Ben oui. Oh, oui, tout à fait. Ça m'a donné beaucoup la capacité puis la force d'établir des vraies communications. C'est surtout ça. Ce que j'avais beaucoup de difficultés à faire avant. J'ai pas eu le choix dans mon cheminement à un moment donné d'arriver à ça puis d'être capable d'avoir des vraies conversations puis une vraie présence. Mais ça demande du calme, ça demande un chemin de vie. C'est toutes mes filles qui m'ont pas obligé, mais qui m'ont... Je me suis obligé moi-même à un moment donné à faire écoute, faut qu'il se passe de quoi? La parade passe en bac dedans, tu sais, regarde-la pas, là, comme d'habitude. Fait que, mais ils m'ont amené beaucoup ça, d'être capable d'avoir une vraie présence avec eux autres, de calme, d'écoute, d'être capable de jaser puis de communiquer pour vrai, tu sais. Puis, écoute, c'est à travers ce qu'ils vivent, parce qu'à un moment donné, quand Simone vit quelque chose, quand Mia vit quelque chose, capable de dire papa, il faut que je te parle, tu sais, puis de passer 2 heures assis sur le lit à côté de ma fille, puis qu'elle me jase, puis elle me parle d'un paquet d'affaires, puis que j'ai pas tout le temps les réponses, mais au moins je suis là. C'est à travers leur épreuve à elles que je suis capable de le faire, tu sais, aujourd'hui. T'as l'impression d'être à la bonne place au bon moment. Oui, oui. Et ta notion, justement, d'avoir les bonnes réponses, c'est un peu une notion de performance aussi? Oui. Et... Oui, je me souviens de notre thérapeute familial, entre autres, qui me disait, M. Hérault, d'arrêter de vouloir être le super père, d'être performant, puis d'avoir une espèce de solution à tout, puis de performance. Ça prend juste une présence puis une écoute, des fois, là. C'est souvent beaucoup ça, en fait, t'sais. Les gens ont besoin de parler pour sentir qu'il y a quelqu'un qui les écoute pour vrai, puis après ça, il y a déjà un bon bout de fait. Mais souvent, on va dire ça des hommes. Ouais. Je ne veux pas généraliser, mais bon, on va dire souvent, puis si tu me diras, c'est d'accord, mais que quand on expose un enjeu, un problème, des fois, c'est pas la solution qu'on cherche. C'est de parler, de déposer ça auprès de quelqu'un, et que souvent, les hommes, la façon qu'ils vont fonctionner, ça va être à la recherche de la solution. Ouais. Donc, c'est pas, je suis en train de t'écouter, mais je pense à... Oui. Et quand on ne trouve pas la solution, il y a comme un sentiment d'échec qui se présente parce que ce serait comme le rôle. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as vécu? Ah, c'est comme ça que j'ai vécu à 100%. Un classique image de l'homme qui veut se sentir important en réglant des affaires et en trouvant des réponses. Encore aujourd'hui, tu sais, avec tout le chemin que j'ai fait, ça m'arrive, là, récemment C'est pas mauvais, c'est juste que c'est exigeant, je trouve, pour celui qui... Oui, puis tu vois l'échec. Parce que... C'est ça, pour la personne qui est comme ça, c'est exigeant, là. Oui, ça amène des frustrations, parce qu'après ça, tu ne veux plus avoir les conversations parce que tu sais que tu n'auras pas de réponse. C'est que tu dis que récemment, ça t'est encore... ça m'arrive encore, là. Je veux dire, même si je le sais que des fois, ma blonde avait me compté des affaires, puis là, des fois, j'arrive avec une réponse, puis elle fait, je m'en fous, c'est pas ça, je veux juste qu'on jase. OK. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ah oui. Oui, c'est ça, on veut pas une solution. Pas de solution. Je veux donc que t'ailles bien, mais ça se peut que t'aies pas bien pendant 2 jours, puis c'est correct. C'est correct que tu vas pas bien pendant 2 jours. On peut vivre avec ça, il n'y a pas de trouble. Mais vas-y, parle-moi, il n'y a pas de problème. Mais j'ai besoin de leur faire dire encore des fois. Là, mais c'est parce que ça fait une différence dans la communication. Oui. Tu sais, si l'autre n'est pas à la recherche d'une solution, mais plus à l'écoute, puis après ça, peut-être qu'on en trouvera une solution, mais souvent, c'est plus besoin de parler. Oui. Puis même des fois, quand on s'entend soi-même, on trouve quasiment la solution juste en le disant. Mais sentir que l'autre accepte que tu n'ailles pas bien. C'est ça. C'est ça, en gros, là. C'est laisse-moi le temps d'aller pas bien. Exactement. Je veux pas rapidement trouver une réponse puis sacrer mon camp, ce que je voulais faire avant. Là, c'est non, on va durer 2 heures, puis encore une deuxième journée où tu m'en parles de ça. Mais c'est correct, je suis là. Vas-y, shoot, tu sais. Oui, mais c'est des affaires. Je t'aime. Ben oui, puis tu sais, faut laisser le temps d'accepter les choses. Oui. Tu sais, la solution, des fois, c'est on patch quelque chose, mais le problème n'est pas réglé. C'est que là, on vient de mettre un plaster, là, mais... Oui, c'est ça. C'est ça. Ça a besoin d'être décanté par l'autre à son rythme, puis toi, tu as besoin d'être montré que tu es capable d'être là à côté pendant que toi, tu décantes. C'est un apprentissage. Oui. Oui, c'est un apprentissage. Puis, on n'est pas toujours disposé non plus. Des fois, on est fatigué. Des fois, on fait oui. Puis là, on fait OK, j'irais-tu me coucher? Là, je vais prendre un bain. Oui, OK, ouais. Ouais. Puis d'être tout là, des fois, ça demande de l'énergie aussi d'être tout là. C'est sûr que quand t'es pas dans l'anxiété et t'es calme, c'est plus facile. Mais quand des fois t'es ailleurs, comme des grosses parties de ma vie, anxiété financière, c'est ça. Fait que là, t'es déjà rendu 2 semaines plus tard pendant que la personne te parle, t'es pas là. Tu viens de nommer quelque chose quand même, l'anxiété financière. Il y en a beaucoup là, qui sont là-dedans présentement. T'as connu ça. Ouais. Ça, c'est tough. Ça, c'est très tough. Ça, c'est difficile parce que là, la peur. Ouais. C'est la peur pour ta famille, c'est la peur pour toi, c'est quoi la suite. C'est ça.
Ça, là, t'es pas là-dedans? Non. Non. Les deux, on travaille. Hey, on n'est pas millionnaire, là. On a 3 enfants, on a des dépenses de fou, on a eu plein de spécialistes. Tu comprends? Oui, parce que tu as des enfants qui ont des besoins aussi. Oui, puis on s'est permis. Puis des enfants, déjà, ça coûte cher. Oui, si tu as besoin de spécialistes, là, tu. Fonds d'équitation, spécialiste, psychothérapie familiale. Une de mes filles veut rencontrer son psychologue. Mais moi, l'Union des artistes ne rembourse pas les psychologues de mes enfants, tu comprends? Les miennes, mais pas ceux de mes enfants. Pas leurs dents non plus. Des fois, je vais regarder ça aller, puis je vois l'Union se battre pour un paquet d'affaires. Je fais, pourriez-vous vous battre pour les familles, payer le dentiste à nos enfants? Ce serait le fun, ça. Oui. Au lieu d'un 5 minutes de pause là. Bien, anyway, on rentre pas là-dedans. Mais oui, il y a beaucoup de dépenses, beaucoup d'affaires. Puis ça aussi, c'est allé avec mon père qui a tout perdu quand j'avais 14 ans. Fait que moi, ma grosse anxiété quand je disais qu'elle n'était pas dans ma job, mais qu'elle était à la maison, c'était beaucoup relié aux finances aussi. J'avais peur d'avoir le même chemin que mon père. J'avais peur de tout perdre un jour, que tout, tu sais, ce qui n'existe plus. Ce qui ne veut pas dire que dans ma vie, tu sais, j'ai eu une super grosse année l'année passée, j'ai eu une correcte, mais plus moyenne cette année. Fait que, tu sais, il y a des fois, j'en ai, là, je suis comme, OK, ça va être correct, mais j'ai plus du tout les mêmes réflexes puis l'anxiété que j'avais. Parce que ça te ramenait à... Ça a été un choc pour toi quand ton père a tout perdu? Ah oui, on est parti de notre maison en banlieue, qui était une petite maison, mais mes sœurs venaient de se marier, venaient de partir, mon père a tout perdu. Ramassé d'un 4,5 avec mes parents sur une rue qui était un peu plus insécurisante avec du monde bizarre. Puis voir mes parents, encore une fois, qui ne m'en parlaient pas, mais qui vivaient des grosses difficultés, tu sais, de travail, de payer, de dire. Tu sais, fait que là, il n'y a rien de ça qui se parlait, mais tout ça se vivait, encore une fois. Fait que, toi, tu dis, ça va être quoi la prochaine étape? Tu sais, quand tu sais pas. Ah, complètement. Tu sais, c'est OK, là, on a déménagé, on va sur-déménager. Tu sais, je veux dire, c'est beaucoup de questionnements. Puis 14 ans, c'est un âge crucial. Oui. Ce qui fait que ça a traîné toute ma vie. Ce qui fait que j'avais aucune insécurité quand j'allais faire un rôle, mais quand je revenais à la maison, puis qu'il fallait que je règle, puis que je place, puis que je scie, puis que je ça, puis que j'éteigne des feux, puis je paye ça, puis je paye ça. Je vivais dans le déni. Je voulais rien savoir. Fait que j'accumulais. Puis à un moment donné, je recevais un appel. Vous nous dites, ah oui, c'est vrai, je veux rien savoir de ça. Moi, quand Pierre-Yves McSween parle, là, je l'aime, Pierre-Yves, on se croise, salut Jean-Nic, ça va. Je l'adore. Quand il y a une chronique financière qui part, je change de poste. Encore une fois, aujourd'hui, je veux rien savoir. Je trouve que c'est l'absurdité de l'humain. Je trouve ça absurde. Moi, passer ma vie. Mais encore une fois, il y a un juste milieu à trouver. Ouais. Tu sais, j'ai plus beaucoup de peur et d'anxiété, ce qui fait que je suis capable. J'ai parlé à mon conseiller financier à un moment donné aujourd'hui, parce que je sors un montant que je vais mettre en CELI, que je sais que ça. Là, je suis capable de le faire avec un détachement, ce que je n'étais pas capable de faire avant. Mais il y a quand même une partie de moi, même si j'ai plus de peur, qui trouve encore que le passage sur la planète ou notre expérimentation dans notre système, je la trouve absurde. Je trouve ça absurde que ça passe de même, que tu quittes ton corps puis que tu as juste pensé à tes REER, tes CELI puis te faire creuser une piscine. C'est un peu absurde, là. On s'entend que comme passage à la planète, c'est un peu ridicule. Fait qu'il y a un côté de moi qui est comme rebelle par rapport à tout ça, mais qu'il faut qu'il trouve l'équilibre parce que j'ai une famille. Mais j'ai plus la peur, j'ai plus l'anxiété. Il faut quand même que tu fasses des provisions pour des prévisions budgétaires. Sans émotion. Je comprends. Mais parce que pour toi, l'argent n'est pas associé à quelque chose de positif non plus. Est-ce que tu as cette impression-là? Non plus, mais l'argent... C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut avoir puis c'est quelque chose qu'on peut tout perdre. Oui. Tu as quand même survécu à tout perdre. Oui. Puis c'est là qui fait aussi... Fait qu'il faut que tu t'adaptes. Oui. Puis c'est là je trouve que je suis capable maintenant de me dire ça serait absurde que je passe une semaine à m'en faire et avoir mal au ventre en pensant que peut-être que dans 2 ans, ça ira pas bien. C'est un peu ridicule. Fait que rendu à 75, 80... Je sais pas où je vais être. Je ne sais pas. J'ai aucune idée. C'est pas grave. Ça ne va pas m'empêcher d'avoir du fun, là. Tu comprends? Et moi aussi, j'ai été longtemps à être rebelle par rapport à ça, puis je le suis encore, parce que je me disais, on ne sait pas quand on va mourir. Qu'est-ce que je pourrais pas, comme maintenant, être bien, aider des gens, ben, comme la famille ou les enfants, tout ça. Pour moi, c'est super important, mes enfants. Ouais. Puis oui, être généreux, puis on verra ce qui va arriver. C'est ça. Tu sais, dans le sens que je me dis, il y a plein d'affaires que je peux faire. Si ça marche pas, on va à la maison. Tu sais, moi, je suis comme... ça marche pas. On l'a tout passé ça, là. On a toujours été capable de débrouiller. Oui, on change d'affaires. Hey, puis quand je suis rendu à 82, je suis dans un petit appartement en poche parce que j'ai pas d'argent. Tu vois, tu me barres de mourir. C'est pas grave, là. Ouais. Comme me connaissant, je vais trouver mon bonheur intérieur dans quelque chose. Parce que, tu sais, il y a une différence entre ça et la survie au quotidien financière. Ouais. Ça rend malade.
Tu sais, les gens parce là, que qui ne savent pas comment ils vont payer leur loyer, leur hypothèque, l'épicerie, aller au restaurant, c'est devenu un luxe. C'est ça. Ah, ça, c'est... Quand l'école rajoute quelque chose sur la liste, puis ça, on ne l'avait pas vu venir, une nouvelle calculatrice, personne ne l'avait dit. Tu sais, ça, je trouve... C'est tough, parce que ça accapare... Ben, ça accapare toutes tes pensées, là, tu sais, quand toutes tu tes dis journées, ça. t'es en mode survie. Mais quand tu arrives à un autre niveau, tu sais, que tu peux faire ton épicerie sans trop, tu sais, comme juste être confortable, là. Ouais. Pas être riche, mais juste quitter, que ces pensées financières-là puissent te quitter. Moi, j'ai trouvé, quand j'ai vécu ça, la première fois que j'ai fait mon épicerie sans compter, là, tu sais, je me suis dit, OK, c'est ça la liberté. Ah oui, c'est là la liberté, là. C'est toutes pas... tes affaires, tu peux les payer, tu sais. Moi, pas de souci de comment je vais faire pour payer ça. Et je vais en prendre un peu là. Il y a eu des périodes de même, je vais en prendre un peu là. Quand ça est réglé, là, moi, j'ai pas besoin de m'acheter un avion puis un bateau. Puis... C'est ça, tu te crées pas des besoins. Hey, écoute. Non. Non. Mais tu sais, quand ton essence de base, là, tu dis, OK, ça va aller. Ça va aller. Hey, écoute, quand t'as connu, tu sais, OK, là, le loyer s'en vient. Tu sais, il faut tout que tu places tes affaires, là. Moi, j'ai connu ça avant d'avoir des enfants, puis j'ai trouvé ça dur. Fait je peux pas imaginer avec des enfants. Ça doit être épouvantable. Puis, c'est ça. Moi, la première fois, là, j'étais allée faire l'épicerie, puis c'est pas que j'étais pas le... J'exagérais pas, mais j'avais pas ma calculatrice ou j'avais pas enlevé des choses rendues à la caisse. Je me disais, waouh, ça, c'est la belle vie. Mais, hein? Mais il faut se souvenir de ça, tu sais. Oui. Des fois, on se crée des besoins, puis mais il faut se souvenir de ça. Moi, je me suis toujours dit, ben ça va pas, m'a vendre des affaires. Ben, c'est ça. M'a sortir un bout de réel. Mais m'a diminué. Tu sais, Ben oui. Puis ça se fait, là. Ça prend de l'adaptation dans la vie, puis se libérer la tête de l'argent quand c'est pas une question de survie. Parce que ça, c'est... Là où t'as raison, ma blonde puis moi, on compte pas. On reçoit souvent, là. Puis c'est toujours, je n'en emporte rien. Ça coûte cher, ça va avoir beaucoup de monde souvent. Mais on a du fun. Oui, ça coûte cher. On a du fun. On va-tu se priver du fun, puis on va se faire des sandwichs au beurre de pinot, puis être seul chez nous quand on aime ça recevoir, sous prétexte que peut-être qu'à 75, on va en manquer. Pour vivre un moment. Hein? Parce que je trouve que c'est comme un souvenir, c'est une expérience de vie, on va se souvenir de ça. Oui, puis avoir du fun. Oui. Moi, plus j'y vis, je suis comme, ça peut être simple, on peut avoir du fun. Puis mon fun, il ne demande pas qu'on parte en voyage à tous les semaines, puis qu'on... Mais c'est saisir le moment, avoir du fun. Oui. Ah, moi aussi, j'aime ça. On danse, on écoute de la musique. Nous, on se fait des amis, puis on danse. On met de la musique, on danse, on prend un verre, on mange bien, on rit. Ah, allez coucher, on peut coucher ici, il n'y a pas de trouble. Vous avez bu un peu trop, pas de problème. On se fait un feu dehors, on va faire du sauna. Grosse dépense, on a acheté un sauna, mais c'était écœurant, il sert à tous les jours. Ben froid, sauna, une cour, on peut être partout dans des coins. Du gros fun. Hey, j'ai essayé ça, moi, un bain froid. T'as-tu aimé ça? Oui, puis c'est bon pour l'inflammation. Ouais. Oui. Non, mais là, j'essaie de prendre moi, des douches à l'eau froide. Tu sais, de finir comme, mettons, les 30 secondes, 60 secondes augmentées. Puis effectivement, c'est... Moi, c'est pour la tête aussi. Mais toi, tu restes longtemps là, dans ton bain froid. Si c'est trop froid, bien froid, tu peux pas rester plus que 2 minutes, 3 minutes, mais s'il est moyennement froid, tu peux rester plus longtemps, puis ça fait le même effet. Ce qui est le fun, c'est que c'est méditatif, tu penses pas à rien, tu respires. Tu peux respirer. Ah oui. Là, j'écoute les oiseaux, le vent dans les arbres, puis c'est merveilleux. Peut-être un jour, j'appelle ça un bain froid. Non, mais parce que, tu sais, pour l'inflammation aussi dans le corps, ça... Système immunitaire, inflammation. Ben oui, tu sais, quand on dit mettez de la glace, mais là, t'es dedans. Ouais. Fait que c'est sûr que ça fait du bien. Niveau rouge, tu m'en donnes 3, s'il te plaît. À partir de ce moment-ci, moi, je te poserai plus de questions. J'en choisirai plus. OK. C'est que tu m'en donnes 3, il faut que tu vas répondre à une. Okay. Oui, seulement une. Merci. Okay. Donc, quelle est ta définition de l'anxiété? À quoi as-tu dû renoncer au cours de ta vie? Quelle est ta relation avec la mort? Ma relation avec la mort. J'aurais pu parler de l'anxiété, évidemment. On en a beaucoup parlé. Oui, tu peux y aller avec ça. Mais ma relation avec la mort, vu que j'ai connu ça jeune, puis tout mon parcours de vie en ce moment, puis là, je suis en train de te dire ça dans le grand moment présent, j'ai aucune idée. Demain, dans 10 ans, peu importe quand ça va m'arriver, dans 15, 20, je sais pas, 25, aucune idée comment je vais vivre ça, mais je suis à peu près certain, j'ai plus de peur par rapport à la mort, puis ça a tout rapport à ma conception, que je te parlais de la physique tantôt, de où je suis, de comment je vis. Pour moi, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Il y a une simulation qui va se terminer, mais pour moi, le mot mort n'existe pas. OK, là, c'est la première fois que j'entends ça de cette façon-là. Ouais. Donc, je ne veux pas aller dans l'ésotérique, non. Non, mais c'est pas religieux ce que tu es en train de dire. Non, c'est ça. Pas du tout. C'est ça. Pas c'est comme ça se transforme. Pas du tout. Est-ce que c'est ça que tu veux dire?
C'est comme la vie se transforme. Pour moi, ce qui existe, l'état fondamental de quelque chose qui existe. Il n'y a pas de début puis il n'y a pas de fin. Encore une fois, ça a rapport à la physique pour moi, ça a rapport à un paquet d'affaires. Sans rentrer dans le gros détail de mes lectures puis tout ça, pour moi, le mot mort n'existe pas. En fait, tu peux l'utiliser parce qu'il y a une fin de transition de quelque chose, effectivement, peut-être pour passer à d'autres choses. Ça va. Tu sais, on peut utiliser le mot mort dans un autre sens. C'est-à-dire que cette affaire-là, c'est peut-être terminé, puis on passe à d'autres choses. Mais la mort en tant que telle, pour moi, n'existe pas. Moi, quelqu'un qui dit il y a eu un début, puis après ça, il n'y a plus rien. Pour moi, ça ne fait aucun sens. Dans tout ce que je vis, dans tout ce que je lis, dans tout mon parcours actuel, pour moi, je pense que, on va utiliser le mot mort, moi, je pense que quand on meurt, c'est comme se réveiller d'un rêve où tu te dis, calvaire, ça avait donc l'air vrai ce que je viens de vivre. Fait que pour moi, la simulation est beaucoup plus ici. Tout ce qui m'est envoyé comme signe, puis ce que je vis, puis ce que je lis, c'est beaucoup plus de l'ordre de une parcelle de ma conscience qui expérimente des affaires dans un monde en 3 dimensions. Puis après, tu te retrouves où? Mais dans ta propre conscience pour continuer à prendre l'expansion. Pour moi, c'est une affaire d'expansion. Pour moi, je vais te le dire visuellement comment je le vois. Là. Ouais. Puis ça, c'est drôle. Quelque chose qui m'appartient que je partage pas d'habitude. Là. Moi, je ne nous vois pas comme une âme qui rentre dans quelque chose, dans un corps pour vivre quelque chose. Pour moi, si on parle de l'univers et de l'expansion de l'univers, on est tous la même affaire. On est tous en expansion. C'est quelqu'un qui va te dire on est tous Dieu, il n'y a pas tort, parce que moi, Dieu n'existait pas. On fait toute partie de l'expansion de ça. Il n'y a pas de début, puis il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de Big Bang pour moi, puis il n'y a pas de. Tu comprends? Ça existe, ça prend de l'expansion. Fait que pour moi, ma conscience, c'est capoté. Là. Tu vas mettre ça en ondes, puis là, je vais me faire targuer d'ésotérique, mais il n'y a rien d'ésotérique parce que je lis des affaires scientifiques. Mais anyway, pour moi, ma conscience, puis je viendrai après ça en te disant c'est quoi. Ouais. Pour moi, ma conscience, je vois ça comme une sphère. Puis il y a une infime partie de ça qui se cristallise dans un monde en 3 dimensions. Tu sais, il existe le 4e, le 5e, des mondes parallèles, la physique, c'est tout ça. Fait qu'il y a une partie qui se cristallise de ta conscience, qui expérimente quelque chose en 3 dimensions, puis qui retourne à ta conscience, puis qui revient, puis qui retourne, puis qui revient, puis qui retourne. Fait que là, je te parle de la conscience. Pour moi, le cerveau, c'est un bel outil. Mais au même titre qu'une main ou qu'un bras, c'est une partie de ton corps. Fait que c'est un outil beaucoup plus complexe, on va se le dire. Mais c'est un outil. Fait que quand tu t'en sers bien de ton outil, quand c'est pas relié à des émotions, quand c'est pas relié à de l'appréhension, donc de l'anxiété, relié au futur, les regrets du passé, quand tu es vraiment dans le moment présent puis que tu te sers de ton cerveau, il n'y a pas d'émotion reliée à ça. Ton cerveau, il est bon pour apprendre des textes. Il est bon pour placer de l'argent sans émotion. Il est bon pour peser le pour et le contre de quelque chose. Mais la décision finale, c'est pas ton cerveau qui apprend. Moi, mon vrai cerveau, c'est ma conscience. C'est mon cœur. Ça se passe ailleurs. Quand quelqu'un dit « j'écoute mon instinct », tu peux utiliser ce mot-là? Quand tu dis à un moment donné, là, quand tu arrives à mettre ça à off, là, puis que tu écoutes juste ton instinct, c'est ta propre conscience. Ta propre conscience est toujours là autour de toi. On peut dire « oui, ma mère est là, moi aussi ». Tu sais, on en parlait tantôt. Mais ton instinct, puis mes vraies décisions, puis l'affaire qui me guide, c'est ma propre conscience. Fait que pour moi, la mort, c'est une belle simulation en ce moment qui est signifiante. Là. Mais c'est pas sans. Il y a un gros sens à ça. Mais il y a quelque chose qui dédramatise. Tu sais, en ce moment dans ma vie, quand je suis capable de faire. Tu sais, je voudrais jamais un de mes enfants meure avant moi. C'est sûr que ça me ferait une peine énorme. Mais en même temps, il y a beaucoup moins de drame dans ma vie. C'est pas tout qui devient dramatique et épouvantable. Tu sais, je parlais avec ma blonde l'autre jour, puis elle disait, mon Dieu, elle me parlait d'une telle, puis je trouve ça triste qu'elle fait. Ben moi, je dis, moi, cette personne-là m'appelle, là, elle va pouvoir venir chez nous demain, puis je vais m'asseoir avec elle, puis on va jaser. Je vais être là. Mais je suis pas triste, c'est son chemin de vie, c'est correct. Pour moi, c'est pas triste. Fait qu'il y a beaucoup de drames, de couches de drames qui ont été enlevées, donc beaucoup de peur. Parce que c'est une belle, grosse simulation signifiante. On n'est pas là pour rien, là. On n'est pas en train de se cristalliser puis de s'incarner dans ce monde ici-là, en ce moment. Pour rien. C'est tout signifiant. Tous nos chemins sont signifiants. Il y en a qui l'ont plus dur, puis qui se la donnent plus dur, puis qui veulent l'avoir plus dur. Il y en a d'autres qui... Tu sais, tu peux mijoter pendant 8 ans dans tes drames, puis dire, mon Dieu, c'est effrayant, c'est effrayant, c'est effrayant. Puis là il n'y a rien. Je minimise rien. Tous les chemins sont signifiants. Mais pour moi, il y a une grosse couche de drame qui n'est... Ça fait combien d'années que tu l'as enlevé, cette couche de drame-là? Ah, ça fait 2 ans.
3 ans, max. Fait que ça allège. Oh oui. Puis ça enlève en rien l'importance de tout ça. Ça enlève... Je suis pas en train de dire que c'est pas important. Au contraire, c'est super important. Non, mais ta vision, ta compréhension, quand même, c'est pas la fin. Parce que c'est ça qui fait peur. Puis je remets pas en question ceux qui pensent ça. C'est légitime. Mais c'est ça. Moi, je suis pas dans un débat de t'as pas raison. Non, mais c'est ton opinion. Mais c'est juste que je trouve que de penser comme toi, ça enlève cette espèce d'angoisse-là de finitude, de fin. Oui, puis moi, des fois, là, dans certaines situations, ça fait pas de moi quelqu'un je procrastine pas. C'est pas voir ça comme ça. C'est-à-dire qu'au contraire, j'ai une famille, il y a de l'action, il se passe des affaires, puis tu sais, j'avance, puis je continue à triper, puis je suis excité par des affaires, puis des projets, puis je cherche où je peux avoir du plaisir, puis du fun, puis qu'est-ce qui m'allume, puis ça, pour moi, c'est important. Mais en même temps, il y a un côté de moi qui se dit souvent voyons, pourquoi tu capotes? T'as l'éternité. Arrête de penser que si tu fais pas ça là, que ça arrivera. Tu comprends? Pour moi, j'ai l'éternité. Mais ça change toutes tes perspectives. Ben oui. Mais par contre, je suis pas en train de me dire j'ai l'éternité, donc je vais me pogner le derrière là. C'est pas ça. Pas en tout. Mais en même temps, tu sais, l'angoisse des gens, si je réussis pas ça, mon Dieu, j'aurais pas réussi ma vie. Hey, relax, ta vie là, elle veut dire quelque chose. Mais relax, t'as l'éternité, là. Enlève une bûche. Hey, enlève 8 bûches. Voyons. Et ça, est-ce que ta blonde était à la même place que toi? On en parle des fois. Elle est à quelque part qui n'est pas toujours à la même place. Puis pour moi, il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. Là. Moi, je suis rendu là, elle n'est pas là. Moi, je suis quelque part où... Mais vous êtes capable d'en discuter, c'est ça. Oui, elle connaît mon point de vue par rapport à tout ça. Puis effectivement, elle est ailleurs, puis on n'est pas toujours à la même place, mais il n'y a pas de friction par rapport à ça. Au contraire, elle trouve qu'elle a un chum qui est beaucoup plus calme, puis qui est beaucoup plus de l'ordre de enfin, je peux m'asseoir puis m'accoter tranquillement sur quelqu'un puis jaser, puis tu sais. Être dans ton moment présent. Ouais. Et pas être dans une anticipation. Je fais attention, là, je suis pas en train de minimiser ce qu'elle vit puis dire hey, relax parce que là. Non, mais par rapport à. Non, mais c'est plus par rapport à toi. Ouais. C'est ce que j'entends. Ouais. C'est par rapport à toi que ça change quelque chose. Puis moi, c'est des convictions profondes. Moi, il n'y a pas de. Je suis pas. C'est des affaires qui m'habitent, mais qui sont pas. Que j'ai pas construites pour essayer de me protéger. Ça s'est fait doucement. Je suis pas arrivé du jour au lendemain en me disant bon, là, que c'est. Genre, on va commencer à être Jesus freak parce que ça va me rassurer. Non. C'est vraiment tranquillement des petits pas, baby step, lecture, machin truc, ma vie, ce qui se passe, des moments tout seul, la méditation, des choses qui. Fait que c'est ça qui fait que je suis là, puis je sens pas que je fais ça pour me protéger d'avoir peur de telle affaire. Non. Et puis je te dis ça, puis peut-être que dans. M'arriver à 71 sur le bord de mourir, puis je vais faire mon Dieu, je vois qu'elle va être sur une nerf, moi capable. Je sais pas. Je suis là. Ben oui, c'est ça, t'as pas besoin de penser à ça. Non. Pas besoin de penser à ça. On va passer à la question. Là, tu vas tout passer ça à l'écran. Tout à l'écran. Ils vont dire, ça y est, c'est devenu un ésotérique fini. Ben ici, je te dirais que dans les commentaires, les gens sont très, très respectueux de ce qu'ils entendent. Puis je te dis ça, puis j'ai pas peur. Non, mais c'est parce qu'il y a des endroits qui ont plus de jugement. Moi-même, je t'ai épatée à chaque fois de voir l'ouverture, la compréhension. Tu sais, des fois, on comprend pas, mais on respecte. Tu comprends? Le respect, c'est super important pour entendre l'autre et de nous faire réfléchir aussi. Il n'y a personne qui a la vérité. Non. Tu sais, donc, c'est d'amorcer des réflexions, de dire moi, j'avais jamais entendu ça. Ben c'est intéressant. Qu'est-ce que, tu sais, ça ouvre l'esprit. Moi, je trouve ça. Pour moi, c'est ça le contact humain. Mm-hmm. C'est d'apprendre, c'est de se positionner, de dire je suis d'accord, pas d'accord. Mais déjà, c'est intéressant, moi, je trouve, de prendre, tu sais, de se permettre de réfléchir pour dire comment je me sens par rapport à ça. C'est si on entend toujours la même chose, si on est dans une chambre à écho, on se positionne jamais, on se re-questionne jamais. Alors que là, ça permet ça, je trouve, ce que tu viens d'apporter. Oui, puis on vit quand même dans une société où le premier mot, c'est peur. Hein? Oui, ça, à un moment donné, ça va faire. Arrêtez d'avoir peur. Il faut parler. Ça va faire la peur. Là. Ça donne quoi d'avoir peur? Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de parler pour provoquer. Mais il faut dire ce qu'on pense. Et si ça provoque les gens. Mais ça fait partie de la vie. Moi, ce que j'aime moins, c'est quand quelqu'un veut juste provoquer. Et qu'il pense, convertir. Ou convertir. Ça, c'est fatigant. Ça, c'est fatigant. Mais quand tu dis, regarde, moi, j'en suis là. Ben oui. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais
Moi, je vous apporte mon point de Oui. vue. Après ça, OK, attends. Puis moi, mon constat de la planète, je trouve ça absurde là, de voir autant de gens qui ont peur. Les premières phrases sur les réseaux sociaux, j'ai peur que Trump dise quelque chose dans 5 minutes. J'ai peur que si, j'ai peur que ça. J'ai peur d'une attaque nucléaire. Je suis le premier à pas me construire un bunker s'il y a une attaque nucléaire. Je m'en sac comme l'an 40. Là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est quoi cette peur-là? Ça t'empêche d'être là. Ça t'empêche de vivre là. Ben oui, c'est parce que tu vis dans tes scénarios. Vis, trip, et du fun. Cours vers ce qui te passionne, trouve ce qui te passionne, ce qui t'allume. À la seconde près, c'est juste ça qui devrait exister. Mais c'est meubler aussi sa vie de passion, d'amis. Oui. Tu sais, il y a juste ça de vrai. Il y a juste ça. Parce que souvent, quand les gens ont des peurs comme ça les isole aussi, ces peurs-là. Fait que c'est un cercle vicieux. Ça les fige. Plus que t'es seul. Fait que là, tu te mets à écouter juste qu'est-ce que tu vas sur des sites, fait que là, tu alimentes ta peur. Oui. Là, tu crées ton film qui est dans la peur. Exactement. Ta propre vie est dans la peur. Exactement. Dans quelque chose qui n'existe pas. Il pourrait arriver ça. Ben oui, il pourrait arriver ça. Mais c'est pas là. Ben non. Niveau Eros et compagnie. Party! Oui, party! Come on! Alors, tu m'en donnes 4, s'il te plaît. Ben, je te donne les 4. Mais attends, il y en a-tu? Non, t'en as 5. Ah, OK. Attends, là, je me disais, attends une minute, là, j'ai oublié une tiens. carte. Merci. Alors, j'y vais t'en choisir une. Parfait. Est-ce facile pour toi d'exprimer tes désirs au sein du couple? Es-tu à l'aise avec la nudité? De quelle façon ta vie sexuelle a-t-elle évolué avec le temps? Ouais. Quel souvenir gardes-tu de ta première fois? Oh my God! OK. Tu réponds à seulement une. Oh oui, est-ce facile pour toi d'exprimer tes désirs au sein du couple? Ça, c'est le fun. Es-tu à l'aise avec la nudité? Mais de plus en plus. De quelle façon ta vie sexuelle a-t-elle évolué avec le temps? Ah, ça, c'est intéressant. On va prendre ça parce que ça englobe plus d'affaires. De quelle façon ta vie sexuelle a-t-elle évolué avec le temps? Tu sais, on a parlé tantôt de mes thérapies, du fait que des fois, je me sentais immature, des fois, j'étais insécure, dans la performance, avoir peur de décevoir. Fait que ça, c'est le fun, parce qu'évidemment, ça peut être stagnant. Tu peux mourir, puis pas avoir évolué là-dedans, mais je pense que par rapport à notre vie, par rapport à notre couple, par rapport à nos 25 ans, par rapport à, là, ça englobe l'autre question, être capable de dire ce qu'on aime. Oui. C'est tout ça qui s'installe. Ce qui fait qu'on est dans une période extraordinaire, ma blonde puis moi, c'est parce que oui, on est passé par des moments plus difficiles, par des moments d'insécurité, puis ça se traduit physiologiquement, des moments d'insécurité. On va le dire, on n'a pas peur des mots, on va le dire pour les gars, là, venir trop vite. Parce que tu le fais pas souvent, parce que tu es insécure, parce que tu veux donc que ça soit merveilleux. Puis là, tu fais là, tu sais, puis là, t'es super excité quand ça arrive, puis là, t'es pas dans l'écoute, t'es pas dans le moment présent, t'es pas bon. Fait que c'est toutes sortes de phases de vie. Puis les hommes, des fois, ont peur d'en parler. Là, on va se le dire aussi, des gens que je connais qui parlent pas d'hormones. On a beaucoup parlé des hormones féminines, hein? On parle pas des hormones masculines. Là. Puis c'est important d'en parler, puis les gars veulent pas en parler, puis ils pensent qu'il n'y a pas de remède par rapport à ça, ou que ça n'existe pas. Mais on est un paquet d'hormones, nous autres aussi. Tu sais, la diminution de testostérone en vieillissant, il y a des moyens de pallier à ça. Arrêtez de... on a eu l'automéno, on a un paquet d'affaires, on parle des femmes, puis c'est important, maudit d'en parler. Mais moi, dans mon documentaire, on n'a pas beaucoup parlé, mais si on avait à partir sur des chemins plus précis, parce que c'est un documentaire qui englobait un paquet d'affaires, j'aurais aimé ça partir sur des chemins précis, puis de parler, hey, arrêtez, j'en ai des chums, là, mais ils tombent des nues, tu fais, ben oui. Mais moi, te présenter mon urologue, vas-y, va le voir. Mais je pense que ton documentaire, moi, pourrait se poursuivre avec des thèmes. Oui. Parce que l'idée est. Ben oui. Elle est là. Tu l'as fait une fois. Oui, dans des chemins très précis. Tu pourrais avoir à le faire avec d'autres chums, ou encore avec les mêmes, peu importe, mais il y a quelque chose. Je trouve que tu as ouvert un chemin où, il faut qu'on se parle, les gars. Mais il faut qu'on se parle, les gars de sexe, il faut qu'on se parle, les gars de ci. Je trouve que tu aurais beaucoup de choses. Tout à fait. Puis tu sais, quand tu commences à faire un chemin psychologique, là, tu vois qu'il y a des affaires qui se placent aussi. Puis après ça, tu vas régler d'autres affaires qui peuvent être purement physiques ou physiologiques. Tu sais, on va pas se le cacher quand tu vis. Moi, ça va. Je m'entraîne, je me garde en forme. J'ai pas de problème de testo. Mais tu peux l'optimiser. Ben moi, j'en ai des chums qui en ont des problèmes. Ben oui. Puis au lieu de les régler, grosse frustration dans le couple. Tu sais, ben là. Parce que moi, j'en ai reçu dans les émissions qu'on faisait à Deux filles le matin au Marie-Claude, on parlait d'un paquet d'affaires. Je me souviens des émissions sur la sexualité. Il y en a des gars qui parlaient des enjeux. Puis à toutes les fois, le nombre de messages qu'on avait. Puis il y en a qui disaient, moi, mon mari n'ose pas en parler. Moi, mon chum ne veut pas en parler. Ou tu avais des gars, bon, OK, je vais peut-être être capable d'en parler. Comment on pourrait dire? C'est comme une honte? Penses-tu qu'il y a quelque chose comme ça? Il y en a qui ont honte d'aller voir du monde ou de consulter puis dire, ben là,
Je sais pas, moi, j'en ai des amis, là, j'en ai, tu sais, je veux dire, je bande plus. Mais là, il y a des moyens. Vas-y, tu sais, je te donne le nom de, vas-y. T'as peur de quoi? C'est un professionnel, il n'y a pas de... Mais il y a beaucoup ça. Mais quand tu as fait la job psychologique, j'imagine que là, tu n'as plus cette... Puis en même temps, là où tu sais, par rapport à cette question-là, là, ce qui est le fun avec le temps, c'est que quand tu avances aussi avec la même personne, c'est que là, les deux, on est beaucoup dans la vérité, on est beaucoup dans l'écoute, on est beaucoup dans le moment présent. Fait qu'il n'y a pas de... C'est drôle, il y a un de mes psys qui me disait tout le temps, puis j'adorais ça, là. Il me disait, monsieur, attente, j'allais dire étendre, s'étendre, attente égale déception. N'ayez jamais d'attente. Ça veut dire soit dans le moment présent. Mais ce qui est beau quand tu avances dans un couple et que les deux font du chemin, c'est que tu es dans ce qui arrive. Fait que tu es beaucoup dans l'écoute, tu es beaucoup dans la douceur, les yeux, le regard, la compréhension, le fun, la vérité aussi. Il n'y a plus de peur à se dire qu'est-ce que t'aimes, tu sais. Puis là, vice-versa. Toi, t'aimes quoi? Ben, moi, ça, j'aime ça, mais c'est pas nécessaire. Mais si ça arrive, c'est cool. Mais il y a beaucoup de, justement, si ça arrive, c'est cool, puis si ça arrive pas, c'est pas grave. Fait qu'il y a beaucoup de... Je te dirais, là, que ce que je trouve trippant, moi, là c'est que tu te rends compte en rétrospective, des fois, que dans les dernières semaines, là, t'as fait l'amour plusieurs fois, puis ça n'a jamais été une fois pareil. Parce qu'il arrivait ça. Pas parce qu'on commandait ça. C'était pas c'était pas planifié. Non, ça n'a jamais été pareil. Tu fais, Colin, c'est normal trippant, tu sais. Fait que c'est beaucoup d'échanges. Fait que ça part beaucoup de la communication. Puis quand tu te rends compte que la communication est le fun, le sexe, c'est encore plus le fun. C'est encore plus trippant. Fait que ça va beaucoup avec fait que c'est le fun d'être 25 ans avec la même personne, puis que les deux, tu chemines. Puis que les deux, on n'est justement pas dans le... Bon, on est rendu vieux, fait que ça va être plat. On n'est pas là, les deux, on a du fun. Fait que les deux, on prône la simplicité, puis on peut avoir du fun dans la vie. Fait que toute cette ouverture-là qui est le fun. Il y a encore la séduction là-dedans. Ben oui, je trouve encore ma blonde magnifique aussi, tu sais. Fait que même si dans ma vie, je suis plus dans le... Hey, on va se le dire, en plus, c'est très drôle, là. J'ai jamais aimé les jeunes, moi. Fait que moi, quand j'étais jeune, je tripais ses mères de mes amis. Fait que j'aime les femmes, tu sais. Mm-hmm. Fait que moi, là, la recherche d'un corps parfait, ça m'a jamais... Un corps, c'est un corps, là. C'est pas une paire de fesses, j'en ai vu dans ma vie. C'est pas, tu sais, ferme, pas ferme. M'en sac. Fait que moi, encore là, c'est encore meilleur parce que ma blonde me dirait, hey, moi, en ce moment dans ma vie, je veux pas trop que tu me vois, on ferme la lumière. Pas grave. Moi, l'odeur, la respiration, les mots, les yeux, le toucher, la peau. Fait que, tu sais, oui, ma blonde est magnifique, tant mieux. Mais elle pourrait être moins parfaite que ça, puis ça serait pas grave. Tu comprends? Je suis pas dans je veux voir un corps, ça m'excite, tu comprends? Oui, ça peut arriver, mais c'est pas ma recherche dans la vie. Fait que c'est toute la communication, c'est tout. C'est ce que tu dis, cette communication-là. Il y a beaucoup de... j'ai ça généralisé, mais en tout cas, il y a quand même des femmes qui sont insécures par rapport à ça. En se voyant vieillir, dire est-ce que mon partenaire va vouloir renouveler? Est-ce que mon partenaire va vouloir me trouve trop vieille? Il va dire, regarde, je vais aller vers une plus jeune. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de peur face à ça. Parce qu'on le voit aussi, tu sais, c'est que ça... Tu sais, moi, on m'a dit souvent, des fois, les hommes, ça leur... Quand ils se sentent mortels, de renouer avec quelqu'un de plus jeune, de nouer, en tout cas, avec quelqu'un de plus jeune, c'est comme s'ils éloignent ça, tu sais. Mais en même temps... en même temps, c'est pas une réponse. Je reçois des invités aussi ici qui ont des conjointes plus jeunes, puis ça a l'air à super bien aller, tu sais, ça... Mais pour des femmes, il y a quand même un enjeu, parce qu'on sait comment c'est dur vieillir quand t'es une femme. C'est difficile. Il y a aussi il y a comme un jugement aussi, puis on nous propose beaucoup de choses pour avoir de l'air plus jeune. Tu sais, moi, ça, je trouve ça confrontant. Avoir autant d'offres pour éloigner les signes du vieillissement, ça démontre aussi à quel point ça dérange. Complètement. Parce qu'on se sent tout interpellé par ça. Dire, est-ce que je devrais? Ah, peut-être que je pourrais. Tu sais, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire, il y a personne qui peut rester insensible, puis c'est là pour rester. Mais ça... Dans certaines cultures, ça n'existe pas, ça. Tu as tout à fait raison. Et je trouve que pour les femmes, entre autres, parce que tu peux parler au nom des hommes, je parle au nom des femmes,
même quand on veut pas y penser, même quand c'est pas grave dans notre couple, ou c'est pas un enjeu, on est quand même confronté à ça. Dire, est-ce que c'est normal que je pourrais avoir de l'air plus jeune physiquement, je le fais pas. C'est-tu correct? Est-ce que je devrais embarquer? En tout cas, moi, je trouve que, alors, de savoir que son chum ou de sa blonde, peu importe qui on est, que cette personne-là nous trouve belle, peu importe, parce que c'est la personne qu'on aime puis on trouve tout beau d'elle. Moi, là, je trouve que ça apaise, ça allège. Alors, ça, on veut aller vers ce qui est de rajeunissement, on peut, mais c'est pas pour la raison de « faut que je reste jeune dans son regard ». Complètement. Je pense que ça se passe beaucoup dans... Hey, le gros fun vient dans la communication. Là. Ouais. Et dans le moment ensemble. C'est ça qui est excitant, c'est ça qui est le fun. Tu sais, c'est pas... faut absolument que ma blonde sorte de la douche puis qu'elle a l'air d'avoir 28 ans. Là, tu sais. C'est pas là que c'est excitant. Oui, puis tu sais, il y a des femmes aussi que leur... l'intelligence, la communication, c'est excitant. Là, puis tu sais, il y a des femmes que la personne qui partage leur vie va dire « Je te trouve tellement belle », puis ils vont pas le croire. Ah, tout à fait, parce qu'on est dans un monde d'images. Non, tu sais, c'est ça. Fait que tu dis, non, mais, tu sais, je t'aime, puis mais là, tu sais, écoute, c'est complexe. Fait que quand on peut arriver à ce niveau de communication. Quand tu y touches, à un moment donné, on dirait que ça s'apaise, ça. Quand tu y touches ensemble, on dirait que ça s'apaise. Parce que là, on dirait que c'est. OK, ben oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'on a eu une vraie rencontre, là, on a trippé les deux. Fait que c'est vrai, là, que. Tu veux dire, c'est pas. C'est ça l'acte de faire l'amour, tu sais. Sinon, t'es chez vous, puis tu regardes des belles photos, puis tu fais « sont belles les filles », c'est ça. Là. Mais tu sais, la rencontre de quelqu'un, le jasage avant, l'intelligence, c'est même pas obligé d'avoir un build-up, là, tout se peut. Mais je veux dire, on va prendre un verre, on a du fun au restaurant, on a parlé de quelque chose, on s'est dit des affaires qui nous ont excités, ça se passe tout par la communication, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai jamais été bon dans des one-night. Une fille que je connais pas, ou c'est comme, tu sais... Oui, parce qu'il n'y a pas de lien. Non. Ça, tu as besoin du lien. J'ai besoin du lien. Puis on est capable de se dire toute ma blonde, tu sais. Je suis capable d'être assis avec elle, puis de trouver quelqu'un, avoir jasé avec quelqu'un, faire « Hey, cette fille-là, elle trouve belle, tu sais. » Il y a pas on n'est pas confrontés. On n'est pas de... C'est ça, elle n'est pas menacée. Elle ne se sent pas menacée. Elle n'est pas menacée. Et vice-versa. Je suis zéro jaloux, moi, dans la vie. Zéro. Je l'ai été avant parce que j'étais insécure. Je n'étais pas un jaloux. J'étais un gars, ma blonde, fais ce que tu veux dans la vie. Mais il y a des périodes où j'étais insécure et je n'étais pas bien. Maintenant, dans ma vie, que ma blonde me parle de quelqu'un, ou qu'un soir, elle est allée prendre un verre et qu'elle a jasé avec quelqu'un, qu'elle revient à la maison, ça n'existe pas pour moi. C'est comme toi, tu t'appartiens, je t'aime, on est un Christi duo, on est bien ensemble. Hey, sois heureuse, tu sais. Je veux dire, je serais qui pour dire, ah non, ce soir, là, tu iras pas, je sais pas, prendre un verre quelque part parce que t'es le gars. M'en fous comme l'an 40. C'est parce que tu as confiance en toi. Oui, je suis bien. Tu es bien avec toi-même, oui, puis tu y fais confiance. Ben oui, puis ma blonde, je veux dire, c'est la vérité incarnée. Non, mais c'est là la limpidité incarnée. Mais c'est parce que c'est là qu'on est vrai. Oui. Tu sais, c'est là que ça... C'est le fun d'être capable de jaser. C'est le fun de s'asseoir un soir puis de parler puis de dire « OK, toi, mettons pour le fun. Qu'est-ce que tu m'as jamais dit que t'aurais le goût? » C'est le fun d'être capable de dire ça sans appréhension, sans être sur le nerf. Ça est tellement cool. Hein? Oui, puis là, ça fait 25 ans. Oui. Hein? C'est une construction, c'est du temps, c'est de l'amour, c'est plein de choses que tu dis là. Oui. T'sais, pour arriver à ce niveau-là, c'est... Je comprends très bien du monde insécure qui ont 32, puis du monde, tu sais, je comprends tout ça, là. C'est clair, mais j'avoue que là, une maudite belle période. C'est comme dans une autre... oui. Dans un jeu, on dirait que dans un autre tableau. Oui. Oui. Est-ce que tu es prêt à la dernière question, la question opto-réseau? Alors, la voici. Quand tu regardes ton parcours de vie, quelle en fut la plus belle période? C'est maintenant. C'est vraiment maintenant la plus belle période. Tu sais, autant que je suis sorti de l'École nationale, je me disais, moi, j'étais un enfant du cinéma, j'aimerais ça faire du cinéma. Je suis sorti d'une école de théâtre, j'espère que je vais un jour puis que j'ai, à un moment donné, ça a parti, puis j'ai fait du cinéma, puis des films, puis j'ai commencé à triper là-dessus, puis j'ai fait, wow, OK. Tu sais, autant que toutes ces affaires-là, pour moi, là, à une autre période, tu m'aurais posé ces questions-là, je t'aurais dit, c'est la fois que... Je pourrais te dire, c'est la fois que j'ai rencontré ma blonde, mais comme le mot période, c'est là. C'est en ce moment. Es-tu fier de dire ça? Oui, ça, je suis content. Puis c'est nullement lié à
à l'accomplissement financier ou à j'ai réussi à bâtir un empire. C'est zéro lié à ça. C'est très intérieur. C'est très intérieur comme parcours d'homme. Fait que je suis tellement bien en ce moment dans ma vie. Là. Je te dis pas qu'il va pas y avoir d'autres épreuves, j'ai aucune idée. Mais je suis tellement bien dans ma vie que je peux pas te dire une autre période. Oui, j'aimais ça quand mes enfants étaient petits, j'aimais ça parce que c'est un bébé. Oui, j'ai trippé quand j'ai rencontré ma blonde, mais je suis pas là-dedans, je suis dans le moment présent. Fait que je m'ennuie pas. Mais je te sens en équilibre aussi. Oui, je m'ennuie pas de ma blonde puis moi qui n'avait pas d'enfant, puis on était jeunes, puis on était en voyage. Oui, c'était le fun. Mais c'est cette période-ci, c'est là que je suis le mieux. Mais t'es calme aussi à l'intérieur. Oui. Oui, je suis très calme. Je suis très calme, puis j'ai la joie et le fun facile. Tu sais, c'est merveilleux sur un nuage. Là. J'aurais jamais pensé ça dans ma vie. Là. Fait que, puis pour vrai, là, puis c'est pas juste pour faire plaisir à mes enfants, pour leur montrer que ils me trouvent fatiguant. Je suis comme, mon Dieu. Là, je mettrais ces oiseaux dans ma cour. Connais-tu les noms des nuages, des oiseaux, tout ça? Non. Je connais les noms de beaucoup de jeux, par exemple. Mais c'est une passion, les jeux. Ouais, le nimbus, le cumulus, le cumulonimbus. Mais en même temps, non, c'est vraiment dans le visuel. Puis c'est les chants des oiseaux. Tu sais, Pierre Reville, j'ai déjà tourné avec, il m'a dit, je pourrais aller chez vous à Saint-Hilaire. Puis en une journée, tu identifies 70 espèces. J'étais comme, pardon, je pensais que je pouvais identifier 10. Tu sais. Mais je n'ai pas commencé à être geek là-dessus puis à regarder toutes les sortes d'oiseaux. Mais c'est mon bonheur. Prendre un café, avoir hâte de me réveiller pour mon premier café. Mon premier café dehors, puis entendre le chant des oiseaux pendant que je prends mon café, ou mon premier bain froid de la journée. C'est tout ça. J'ai toute hâte à ces affaires-là. Fait que c'est la plus belle période de ma vie, parce que je peux pas dire d'autres choses. Je peux pas... Ben merci, Jean-Nicolas. Ben merci. C'est une grande rencontre. À vous autres. Merci de toute cette ouverture-là. Merci à toi. Toi aussi. Ah, c'était vraiment... C'était un toucheux. Ouais. Non, mais c'était... Je trouve ça, c'est une belle connexion. Puis... Ouais, c'est le fun de jaser. Ouais, puis je te trouve bien. Puis ce que je trouve... Ben merci. Je suis content, je le prends. Puis ce que je trouve le fun, c'est que tu te livres beaucoup aussi. Fait que c'est le fun. C'est pas une entrevue où tu me poses des questions. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est ouais, comme le ouais. jaser. Oui, ça, oui. J'aime beaucoup jaser. Oui, c'est très instructif aussi. Mais ton parcours, tu sais, c'est un parcours sinueux. Oui. Et là, t'as tout débroussaillé. Oui. Tu sais, t'es comme dans un champ, là, où, tu sais, je veux dire, tu vois devant. Oui. Tu sais, tu vois devant, mais t'es dans ton moment présent, mais t'es plus inquiet pour ce qu'il y a devant. Non. C'est une grosse différence, ça. Ben, merci. Alors, je suis sûre que ça va inspirer des gens. Puis merci à vous autres d'avoir été là, vraiment. Puis au prochain podcast. Bye-bye. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être. Les jeux de table Ouvre ton jeu édition originale et édition couple sont disponibles partout en magasin et sur randolph.ca.